Et normalement tout est bon, on est en live, on est en live. Bienvenue à tous ceux sur les lives TikTok et Twitch. On est en live ce matin pour parler de l'actualité football. Vous commencez à connaître tous les matins 10h midi. On se retrouve sur la chaîne Atric FR1 sur Twitch. Pour discuter de l'actualité football, on va revenir sur les matchs de hier soir avec la Ligue des Champions évidemment, la victoire du Paris Saint-Germain, la défaite de Manchester City, le Bodo Glimt qui s'est fait sortir de cette Ligue des Champions, Arsenal aussi. Bref, on va parler de tout ça. On avait aussi de la Youth League, la Ligue des Champions de moins de 19 ans et la Super League, hein, évidemment, la Ligue turque. On parlera évidemment des matchs de ce soir, les matchs de Ligue des Champions avec le FC Barcelone qui joue contre Newcastle au Camp Nou, le Bayern Munich, Liverpool, Galatasaray. Est-ce que Liverpool va se faire sortir de la Ligue des Champions en huitième de finale? Et le Tottenham Atlético Madrid. Après, on aura un match d'Europa League aussi. On aura encore de la Youth League, de la Coupe de France féminine, enfin pas mal de matchs. Donc, on va en parler. Atlético GG. Salut à Ben du 40, hein, qui est déjà présent sur le live. Bienvenue, en tout cas, il me semble que c'est la première fois que tu es présent sur le live. En tout cas, bienvenue, on va discuter de tout ça, on va parler de l'Atlético et de tout le monde. On va aussi faire notre petite revue de presse, évidemment, on a pas mal d'articles sur la Ligue des Champions, mais aussi ce qui s'est passé avec la CAN. Merci pour le follow à Ben, salut à NoFace qui est présent sur le live, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien une nouvelle fois, hein, comme tous les matins, je suis content d'être présent pour ces lives. En tout cas, merci beaucoup à Ben. Donc oui, je disais, on va parler Ligue des Champions. Évidemment, la CAN, vous avez l'info, je ne sais pas si vous l'avez eu, en tout cas, la CAN a été retirée au Sénégal et c'est le Maroc qui est déclaré gagnant de cette CAN 2025 2 mois après. Euh, donc, donc voilà, il y a pas mal de choses, à dire, hein, à discuter. Je sais pas si vous avez déjà vu les petits extraits qui sont sortis du WFCL Qualita Chercheur. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, quand même à dire, à essayer de comprendre. Et donc, évidemment, on va en parler. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que l'Atlético va gagner. J'espère aussi que l'Atlético va gagner contre cette horrible équipe de Tottenham. Mais évidemment, déjà, ils sont en bonne voie, hein, si on commence par ça. Ouais, il y avait 5-2 au match aller, hein, je me rappelle plus exactement du score. On va en parler évidemment, on va juste revenir sur les matchs d'hier déjà. Et après, on parlera de tout ce qui est Atlético, Barça. Et Bayern Munich, tranquille, j'attends mon club ce soir, le Bayern. Bayern, ça va, ils peuvent jouer en claquette ce soir, ils devraient pas avoir de soucis. Je pense. Hein. Après, évidemment, on verra. Après, s'ils font comme le Real de hier. Sporting incroyable, c'est pas faux. Le Sporting, on va en parler du Sporting, hein, pour ceux qui n'étaient pas présents hier. On s'est trompé dans les pronos. Ils ont gagné le Real. Effectivement, le Real a gagné hier contre Manchester City, donc ils sont bien qualifiés pour ces quarts de finale. Honnêtement, je m'y attendais pas. Hein. Mais bon, ne jamais sous-estimer le Real Madrid en Ligue des Champions. On va pouvoir démarrer les amis, je pense. En tout cas, petit point promo juste avant, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, hein, pour ceux qui sont sur le live, à vous manifester dans le chat, hein, pour ceux qui arrivent, hein, comme ça on peut discuter tous ensemble. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch, hein, pour voir les lives, les rediffusions, être averti, hein, quand on est en live. La chaîne YouTube, évidemment, AtricFR pour voir toutes les rediffusions, toutes les émissions. Cet après-midi, normalement, on sera de retour en live vers 14h30 pour l'émission Farmer Streak. L'émission Farmer Streak, si vous ne connaissez pas, c'est bien une émission où on débriefe chaque journée de Ligue 1. Donc on va discuter, hein, on va aller sur un peu le bas de tableau de Ligue 1, on va parler de Metz, de Toulouse, hein, même si c'est pas les équipes les plus fascinantes dans cette Ligue 1, ça va être intéressant d'en parler, on va essayer de pouvoir en discuter, on va aussi parler de tous les autres clubs, l'AS Monaco qui engrange sa 5e victoire d'affilée. Bref, on en parlera cet après-midi en live sur Twitch.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc là, oui, la chaîne YouTube, comme ça, vous avez les rediffusions de toutes les émissions, les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon, et après tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, Facebook et Snapchat. Voilà. Et après, évidemment, vous avez le code ATRICFR10 sur le site Classic Football Shirt. Comme ça, vous pouvez acheter vos maillots rétro, vos maillots récents et même des crampons. Il y a même du basket dessus. Enfin, n'hésitez pas à aller voir Classic Football Shirt. Normalement, il y a le lien dans la description YouTube ou sur les vidéos YouTube. Vous pouvez les retrouver. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour et passer bien par le lien. On va pouvoir démarrer du coup sur cette soirée de Ligue des Champions hier soir. On va directement commencer avec le Sporting Bodo Glimt. Alors pour ceux qui étaient présents hier, on avait annoncé que Bodo Glimt allait avoir une défense imperméable, capable de défendre tous ensemble. Et on voyait pas, enfin je ne voyais pas le Sporting s'imposer et se qualifier pour pour la suite de cette compétition. Et ça a été plutôt un mauvais prono pour le coup. Ça a démarré en fanfare directement. Donc pour vous dire directement, le Sporting Lisbonne l'a emporté 5-0. Ils avaient perdu 3-0 au match aller. Et ça a été au retour un match vraiment à sens unique. Même s'il y a eu quelques occasions pour Bodo, le Sporting a vraiment fait le travail et plus que correctement. Je sais plus hier qui nous avait dit, il me semble que c'était Toku, qui nous avait dit qu'il y aurait Luis Suarez qui allait marquer sur penalty. Ça a été fait. Donc il y a eu pas mal de choses. Mmh. Oui, mais Sporting à domicile, c'est très sérieux aussi. Évidemment que c'est très sérieux pour des équipes qui sont en 8e de finale de Ligue des Champions. Il ne faut en sous-estimer aucune. Mais pour le coup, je m'attendais vraiment. Je pensais que Bodo Glimt allait vraiment rester sur la continuité de ce qu'ils ont fait contre l'Inter Milan, c'est-à-dire une équipe solide, capable de gagner à domicile et après de fermer sur le match retour. Là, pour le coup, ils en ont vraiment pris 5. Impossible de marquer en plus. Donc on va aller déjà sur les compositions de ce match. On avait côté Sporting, donc Silva dans les cages, Araujo à gauche, à droite Fresneda, en défense centrale Ignacio Quaresma. Donc déjà on voit qu'il y a 2 défenseurs qui ont marqué. Au milieu de terrain on avait Morita Hjulmand, le Danois. À gauche Gonçalves, en numéro 10 Trincao, l'ancien du Barça, Catamo à droite et Luis Suarez devant, l'ancien Marseillais, le Colombien, pas l'Uruguayen évidemment. Après, leur parcours est incroyable. Évidemment que le parcours en Bodo Glimt en 8e de finale de Ligue des Champions, fallait le voir venir. Côté Bodo Glimt, c'était l'équipe plutôt classique avec Aikin dans les cages, Björk Tuft, je sais pas comment ça se dit, Kunderson en défense centrale, Björkan à gauche, Zjolvold à droite, au milieu de terrain, Evjen, Berg, Fett. Et en attaque, les deux buteurs, Hogg et Hodge, qui n'ont pas marqué, et Blomberg aussi, qui n'a pas pu marquer. Salut boss, tu travailles dans le journalisme sportif ou tu fais ça par plaisir? Alors, j'ai monté mon propre média. Pour l'instant, c'est pas quelque chose de totalement officiel, mais effectivement, oui, le but c'est de travailler dans le journalisme sportif. Pour l'instant, on n'a pas la chance d'avoir tous les accès, il faut que le média monte petit à petit. C'est pour ça qu'on fait des lives tous les matins. Mais j'ai au moins un diplôme, en tout cas d'une école de journalisme, pour faire du journalisme sportif, évidemment, bachelor, pour ceux vraiment que ça intéresse. Mais oui, le but c'est de faire grossir ce média et faire du journalisme sportif. Je ne travaille pas pour d'autres médias si c'est la question. Voilà, donc pour les compos, on vous les a donnés. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, donc, sur ce match, ça a été à sens unique. Merci en tout cas, Sunpai FR pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hat-Trick en tout cas. Live tous les matins, 10h midi, on le rappelle. Et toutes les vidéos YouTube, n'hésite pas à aller voir la chaîne YouTube. Donc oui, vous avez les compos. Pas forcément énormément d'absents à part, côté Sporting, il y avait quand même Kenda qui était absent, Mangas, Luis Guillerme, Kochorashvili et Ionidis. Alors je connais pas forcément énormément l'équipe. Mais voilà, sur les stats en tout cas de ce match. Victoire 5-0 du Sporting, donc déjà une énorme domination. 3,77 d'XG, 66% de possession, 38 tirs
38 tirs de la part du Sporting, 14 cadrés, 9 tirs de la part de Bodo Glimt, 3 cadrés, 9 grosses occasions de la part du Sporting. Donc Aikin, il a quand même fait pas mal d'arrêts, hein, le gardien de Bodo Glimt. Mais voilà, ça a été vraiment trop juste. Hein. Prendre 5 buts, ça a été vraiment un rouleau compresseur, cette équipe du Sporting. Qu'est-ce que l'on a eu 16 corners de la part du Sporting. Et sur les arrêts de gardien, il y a eu 9 arrêts de la part d'Aikin, 3 arrêts de la part de Silva. Mais voilà, ça a été une totale domination du Sporting. Donc pour faire le déroulé du match à la 34e minute, c'est Ignacio, le défenseur central, qui vient marquer sur corner, il me semble. Donc qui marque, qui donne déjà l'avantage au Sporting, donc c'est plutôt bien lancé. Le Sporting a beaucoup d'occasions en première mi-temps. Il me semble que Bodo n'en a pas énormément, on va les checker juste. Sur cette première mi-temps, voilà, il y a 4 tirs 0 cadrés de la part de Bodo Glimt, 15 tirs 5 cadrés de la part du Sporting. Et donc c'est vraiment un rouleau compresseur. Salut à Easy, pardon, sur le live. Bienvenue une nouvelle fois sur ce live. On est déjà en train de discuter Ligue des Champions. On parle du match Sporting Bodo Glimt. Donc, si tu as des remarques à faire, n'hésite pas. En tout cas, on disait que sur cette première mi-temps, totale domination donc du Sporting, rouleau compresseur vraiment. Et donc, il menait 1-0 à la mi-temps, cette équipe du Sporting. En deuxième mi-temps, 61e, Gonçalves qui vient marquer sur une passe décisive de Luis Suarez. Luis Suarez qui a fait un très gros match, très actif. Bonjour, hier on les a tués Chelsea. Effectivement, en tout 8-2. Effectivement, on va parler de PSG de Chelsea. Là, on reste sur Bodo Glimt, enfin Sporting Bodo Glimt, et juste après on parlera du Paris Saint-Germain. Donc 2-0 à la 60e minute, donc il y avait du temps, on a senti Bodo Glimt assez paniqué, il y a eu quelques occasions pour eux en deuxième quand même, hein. Il me semble qu'il y a un retour de corner sur la barre, mais voilà, ça reste 2 tirs, 2 cadrés, mais pas plus, et en deuxième mi-temps, voilà, 19 tirs, 7 cadrés de la part du Sporting Lisbonne. Donc 2-0, 60e minute, des changements qui sont faits par le coach du Sporting, donc c'est Rui Borges, voilà, qui fait ses changements, et donc 78e minute, main dans la surface. J'ai plus le nom du joueur, mais en tout cas, il y a une main dans la surface. Et c'est Luis Suarez qui vient marquer sur penalty. Donc on le répète, hein, c'est je sais plus quel Toku qui nous l'avait annoncé hier sur le live. 3-0. Bodo Glimt qui essaye de faire des changements. Hein. On a 5 changements entre la 80 en 10 minutes. Hein. Mais voilà, 3-0, donc le match va aux prolongations. Donc dès la 92e minute, c'est Araujo qui vient marquer le latéral gauche sur une nouvelle passe de Trincao. Hein. Trincao qui est un bon joueur, qui n'a pas su s'imposer du côté du Barça, mais ça reste un très bon joueur. Donc 4-0, le choix de verrouiller de la part du coach Rui Borges, et à la 120e minute, c'est Nel qui vient marquer le 5e, et donc qualification de Bodo, du Sporting lors de ce match. Donc très belle remontada, là pour le coup on peut appeler ça une remontada, 3-0 et en mettre 5. C'est clairement une remontada. Le Sporting, on l'avait un peu du coup, on avait un peu sous-estimé après. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut voir dans le foot. Hein, des belles histoires comme celle-ci. Et donc, le Sporting qui se qualifie pour ses quarts de finale. Et ils affronteront donc Arsenal, normalement. Arsenal, on va revenir sur leur match aussi, sur le but d'Eberechi Eze. Mais en tout cas, voilà, Bodo Glimt qui a fait un super parcours en Ligue des Champions, 8ème de finale, on s'y attendait même pas. L'année dernière, il me semble qu'ils avaient fait demi-finale, si je dis pas de bêtises, de Ligue Europa. Est-ce que j'arrive à retrouver ça? Voilà, il s'était fait sortir par Tottenham. Donc c'était bien en demi-finale. Hein. Demi-finale de Ligue Europa. Cette année, 8ème finale de Ligue des Champions. Donc très beau parcours pour ce club de Bodo Glimt, un club norvégien évidemment. Qui a fait un beau parcours. Le Sporting, ça continue. Après avoir battu le Paris Saint-Germain en phase de poule et battu Marseille, enfin, ils étaient sortis 8ème, enfin dans les 7ème, il me semble, hein, de la phase de Ligue des Champions. Et donc voilà, ils se retrouvent en quart de finale contre Arsenal. Dans les commentaires, du coup, enfin dans le chat, pardon, on nous parlait de PSG Chelsea. On va aller directement sur ce match. Poc.
On a pas mal de choses à dire hein, entre Kvaratskhelia une nouvelle fois qui fait un très gros match, le coaching de Luis Enrique et cette belle victoire hein, totalement méritée une nouvelle fois de la part du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les équipes de PL sont traumatisées par le PSG, on les a tous gagnés, il nous manque que Newcastle. Et Man United. Bah, Man United, ils ont pas... Enfin, au moment qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, les frérots, quand même. Donc voilà, sur ce match, déjà, le PSG qui avait gagné, hein, on le rappelle, un 5-2 au match aller, grosse domination, Kvaratskhelia piqué dans son orgueil, qui avait mis un doublé et une passe décisive lors du match aller. Cette fois-ci, Luis Enrique a fait le choix de le titulariser, c'est Désiré Doué qui était sur le banc. Bradley Barcola était bien titulaire, donc plutôt Kvaratskhelia, hein, là sur la compo pour ceux qui sont sur Twitch. Kvaratskhelia était bien plus sur le côté droit que le côté gauche. Bon, après ça alterne beaucoup hein, dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais on avait Safonov dans les cages, Safonov qui a fait un très très gros match, un très solide quand même. Il a fait les arrêts qu'il devait faire, il n'a pas tremblé. Nuno Mendes, Hakimi aussi, très bon match hein, pour le coup des deux. Pacho, Marquinhos, je l'ai trouvé des fois un peu en difficulté quand même, mais ça a été solide, hein, tant qu'il y a un clean sheet. On peut dire que ça a été plutôt un bon match de la défense. Hier, le PSG, on a gagné la bataille du milieu de terrain. Qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, effectivement, mais surtout la défense, j'ai trouvé que la défense du Paris Saint-Germain était plutôt solide. Au milieu de terrain, de toute façon, ils se sont fait graille. André Santos, il a pas vu le jour. Euh, et les attaquants, que ça soit, enfin les attaquants, les offensifs, hein, que ça soit Enzo Fernandez, une nouvelle fois Cole Palmer, hein, qui a été plutôt absent, Joao Pedro, qui n'a pas existé. Enfin, vraiment, cette attaque de Chelsea n'a vraiment pas existé. Et la défense, elle a été plutôt catastrophique. Hein. L'ancien Strasbourgeois, Mamadou Sarr, il a vraiment pris l'eau. Après, Ato Chaloba, ça n'a pas été... Enfin, vraiment, l'équipe de Chelsea hier n'a pas été très bonne. Hein. Ça a été vraiment en perdition. On retrouve un Paris Saint-Germain vraiment très solide, hein, comme sur la saison dernière, avec des matchs vraiment très très bons. Le seul qu'on n'a pas forcément vu dans cette équipe hier du Paris Saint-Germain, c'est peut-être Ousmane Dembélé. Mais bon, ils en ont pas eu besoin pour le coup. Hein, comme ça a été dit, le milieu de terrain a été très très solide, que ça soit Vitinha, Neves, Zaïre Emery aussi qui fait un très très bon match, je trouve. Hein, cette note là sur Flashcore de 6-2, je trouve qu'elle n'est pas forcément méritée. Je trouve il a été très intéressant. Et donc ça a été une victoire 3-0, plutôt logique. Hein. Sur la composition de Chelsea, c'était un 4-2-3-1 avec Sanchez dans les cages. Hein. Il a changé de gardien entre les deux matchs, Sanchez. Ato, Chaloba en défense centrale, pas de Wesley Fofana. À droite, donc Malo Gusto et Rhys James étaient blessés. À gauche, Cucurella. Au milieu de terrain, donc je l'avais dit, hein, que ça serait pas forcément Romeo Lavia, mais plus André Santos, titulaire aux côtés de Caicedo. Enzo Fernandez, Cole Palmer, Pedro Neto et Joao Pedro devant. Donc, sur ce match, déjà sur les stats. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Barcola est blessé, il ne sera pas là contre Nantes. C'est vrai que Barcola est sorti sur blessure. Je comptais en parler juste après et on ne sait pas encore pendant combien de temps. Oui, j'ai vu qu'il avait une botte. Donc, ça va être. C'est peut-être une petite entorse. On verra si on a des infos sur la blessure. En tout cas, sur le match. Paris Saint-Germain, 55% de possession. 1,09 d'XG, 1,26 d'XG côté Chelsea. 8 tirs 5 cadrés pour Paris. 18 tirs 9 cadrés quand même pour Chelsea, mais vraiment, ça s'est pas forcément vu. Je trouve que vraiment le PSG a été solide. Hein. 18 tirs de Chelsea. J'arrive pas à me les imaginer quand je vois le match hier. Mais voilà, seulement 2 grosses occasions de la part de Chelsea, 3 pour le Paris Saint-Germain. Chelsea qui est quand même eu 9 corners. Mais voilà, après, si on regarde bien, 8 tirs en dehors de la surface de la part de Chelsea, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à pénétrer cette défense de Paris. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? 28 touches dans la surface adverse, 16 touches pour le Paris Saint-Germain. Et après 9 arrêts, voilà, 9 arrêts de la part de Matvei Safonov et seulement 2 côté Roberto Sanchez et il prend 3 buts. Kvaratskhelia une nouvelle fois impeccable sur ce match, 6ème minute, un très beau but de la part du Géorgien. 14ème Barcola sur une passe décisive de Hakimi, mais il y avait eu un gros travail de
de Warren Zaïre-Emery juste avant sur l'avant-dernière passe, côté Hakimi qui envoie pour Barcola. Barcola, honnêtement, on disait il a des problèmes de finition, tout ça. Là, pour le coup, ça s'est pas vu du tout. Euh, Vraiment, contrôle pied gauche, frappe pied droit sans élan, pleine lucarne. Honnêtement, ça a été hyper fort. On voit que le joueur est en confiance en ce moment. Donc ça a été très très bon de la part de Bradley Barcola. Donc 14e minute, 2-0 à la mi-temps. Voilà, Luis Enrique est déjà en avance, donc il peut se permettre de faire reposer João Neves. Il me semble pas qu'il soit sorti à cause d'une blessure. C'était plutôt pour le reposer, lui qui était blessé. Achiampong aussi rentre à la place de Mamadou Sarr. Mamadou Sarr qui a fait un très mauvais match lors de ce huitième de finale. Achiampong, bon, là au remplacement, ça n'a pas été non plus incroyable. Donc Barcola, comme on disait, est sorti blessé à la 59e minute. Il me semble que c'est la cheville pour Bradley Barcola, si je dis pas trop de bêtises. Remplacé par Désiré Doué. Désiré Doué qui rentre, qui fait pas forcément une grosse prestation. On va aller voir les stats de Désiré Doué. Voilà, il tire pas. Il a une touche dans la surface adverse. Il réussit pas de dribble. Il a 32 touches quand même. Là aussi, il a atteint un peu, je trouve, un individualiste. 26 sur 28 en passe réussie. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ouais, voilà, sur ces duels, il en gagne un. Il en gagne un seul. Voilà, c'est pas une très grosse entrée, je trouve, de la part de Désiré Doué, mais bon, c'est pas très grave, hein. Comme on disait, le Paris Saint-Germain avait de l'avance. Liam Rosenior qui essaye de faire rentrer Delap, Garnacho, Lavia. Je trouve que Garnacho a fait une bonne entrée. Ça reste pas incroyable non plus, mais il a plutôt fait une bonne entrée, l'Argentin. Euh, voilà, bon, une note de 6,5. Liam Delap, pas forcément vu non plus. Et c'est Seni Mayoulou qui vient mettre le troisième but à la 62e minute. Oui, ok, ouais, je revois le but, donc là aussi, un beau but, hein. Franchement, c'est trois beaux buts de la part du, du Paris Saint-Germain. Et après, Gonzalo Ramos qui rentre, Lucas Hernandez, hein, ça fait reposer les cadres côté Luis Enrique. Linkangin, donc à la 73e minute, Luis Enrique qui avait fait tous ses changements, donc c'est plutôt positif. Liam Rosenior qui a été outcoaché, hein, je trouve, sur ce match quand même par Luis Enrique. Alors oui, il avait quand même des blessés, hein, Malo Gusto, Rhys James, Jorgensen était blessé, bon, Modric toujours suspendu, Baino Gittens, Colwill toujours blessé aussi. Mais bon, Liam Rosenior, il a pris une leçon de tactique de la part de Luis Enrique, je trouve. Je sais pas ce que vous avez... dites-moi ce que vous en avez pensé dans le chat, hein. Que ça soit sur Twitch ou TikTok, de ce match. On va peut-être se faire la petite revue de presse maintenant pour le Paris Saint-Germain et Chelsea. Vraiment plus sur le Paris Saint-Germain avec la tactique de Luis Enrique. Kvaratskhelia, Barcola, une nouvelle fois, un gros match. Et après, on ira sur les matchs de Arsenal-Leverkusen et Manchester City. Manchester City, on disait quoi? Real Madrid, évidemment. Sans pas, Mesbas et exigence au cœur du coaching de l'infatigable Luis Enrique sur le banc du PSG. Consigne constante, recadrage de ses tauliers, échange continu avec son adjoint Raphaël Paul à Chelsea en Ligue des Champions. Mardi soir, l'entraîneur espagnol du PSG est sur son banc, un spectacle à lui tout seul. Un article d'Hugo Delhomme. Vive le match à quelques mètres de Luis Enrique, dans ses yeux ou presque, invite à se rapprocher pendant plus de 2 heures de toute forme d'émotion. Il est 22h47 et là, après avoir serré la main de Liam Rosenior, avoir célébré sans ostentation la qualification au milieu de ses adjoints et avec le conseiller sportif, Luis Campos, l'entraîneur parisien, est sans doute traversé par celle du soulagement et le sentiment du travail bien fait. On peut déjà lire sur ce visage rougi une forme de fatigue, comme si l'ex-milieu de terrain de 55 ans avait lui aussi livré une bataille de la même intensité que ses joueurs. L'Asturien a ses petits rituels, il ne commence pas les matchs avant l'heure, c'est 30 minutes passées avant l'échauffement, dans les rires au milieu de ses adjoints ou de Campos en font partie. Pour Luis Enrique, le match commence à 20h57, le temps de s'asseoir à côté de Raphaël Paul, de lâcher un check viril à son homologue Liam Rosenior et de jeter un coup d'œil vers le virage parisien. Les premières minutes dessinent le scénario du match, mais Luis Enrique semble déjà dans l'analyse des rapports de force et ne se lève pas encore. À noter aussi, hein, gros public parisien quand même du côté de Londres. C'était vraiment cool à voir, hein. Il y avait vraiment un gros engouement de la part des Parisiens qui se sont déplacés en nombre et qui ont fait beaucoup de bruit dans les travées de Stamford Bridge.
Déjà sur l'instant d'après, les échanges avec Paul, son seul interlocuteur sur le banc du soir, se multiplient déjà. Cette bouche cachée derrière la main, il faut attendre 5 minutes pour que le show de l'entraîneur commence vraiment. Il est debout depuis quelques instants quand Vicha Kvaratskhelia délivre déjà le PSG. Cette joie collective, cette exclamation vulgaire de bonheur expédiée comme un défi à la foule, et tout de suite passé l'instant cette volonté de recadrer. Warren Zaïre-Emery, appelé par son entraîneur, demande son positionnement sur une phase défensive. 15 secondes et Luis Enrique pèse déjà après une transversale ratée de Marquinhos. On perçoit chez le technicien une tension qu'il a du mal à canaliser, avec ce cerveau qui mouline sur les ajustements à apporter. Les minutes passent, Joao Neves fait signe qu'il a mal, le staff cogite, les bras croisés, l'entraîneur observe et hurle un ous, donc pour rappeler Ousmane Dembélé, puissant quand Dembélé n'effectue pas son pressing. Le but de Bradley Barcola ne change pas grand-chose à son instabilité émotionnelle, car passé par cet instant de bonheur, il donne une consigne à Nuno Mendes, comme si même à 2-0, Luis Enrique pensait à la suite et à cette demi-heure où Dembélé ne presse pas bien à son goût. L'Espagnol vit son match comme il était sur le terrain, son pari domine, multiplie les phases de possession et mène 2-0. Mais le natif de Gijon refuse le relâchement et accompagne le pressing du duo Kvaratskhelia-Dembélé en courant presque avec eux. Ses mains s'agitent, il s'ouvre et se retourne de dépit parfois, quand Matvei Safonov rate une lecture de la profondeur. C'est l'entraîneur des gardiens Borja Alvarez qui en prend pour son grade. 3 minutes pour souffler. La politique des petits pas est en marche, le technicien arpente sa zone technique, les apartés avec Paul sont réguliers, l'adjoint est aussi intense que son mentor. Et quand les coups de pied arrêtés arrivent, le même rituel. Luis Enrique s'accroupit loin de sa zone pendant que Paul s'active. Les déplacements de ces deux-là ressemblent à un ballet d'un vieux couple, sous le regard amusé du cop. L'ex-Barcelonais s'offre un sprint pour dégager un deuxième ballon présent sur le terrain. Les premières minutes de la seconde période sont analytiques. La paire ne se quitte pas, chuchote les changements à venir. À ses côtés, l'écran d'Alvarez chauffe. On aurait même aimé être à ses côtés pour regarder ce papier tiré de sa poche à la 59e minute quand Barcola est remplacé par Doué. Le public de Stafford Bridge est lassé, mais Luis Enrique, lui, ne lâche pas. Les consignes à Zahir Emery et à Achraf Hakimi sont données, et quand le Marocain se plaint d'une faute inexistante, il se fait recadrer par son coach. Pas de carton, Lucas. Lâche-t-il à Hernandez à son entrée. Gonzalo Ramos est lui prié de se bouger. Les minutes s'égrènent, 87e. Pour la première fois depuis 1 heure, Luis Enrique s'assoit. Il reste 3 minutes, et cette fois, il peut enfin souffler. Voilà, ça en dit long quand même sur l'intensité que met Luis Enrique dans son coaching. Euh, Lui qui vit autant les matchs. Il y a pas mal, beaucoup de coachs hein, qui vivent les matchs comme ça. Hein. On peut penser à Diego Simeone, évidemment. En Italie aussi, il y a Antonio Conte, Simone Inzaghi qui était comme ça, enfin qui est comme ça toujours. Jürgen Klopp, évidemment. Hein. Mais c'est des coachs qui donnent une âme à leurs équipes quand même, je trouve. Même si les coachs un peu impassibles, à la Carlo Ancelotti, tout le temps en train de marcher leur chewing-gum, ça fait offier aussi, mais voilà, des coachs comme Luis Enrique, honnêtement, ça doit être vraiment cool d'être coaché par un joueur comme ça, même s'il doit pas vous lâcher de tout le match. Luis Enrique, il vit vraiment intensément ses matchs. Et donc voilà, hein, même à 1-2-0, alors qu'il y avait déjà 5 buts d'écart sur les deux confrontations, Luis Enrique qui ne lâche pas euh, et qui continue évidemment à donner du souffle. Voilà, on a aussi un article. Donc j'ai vu qu'il y a eu un follow sur Twitch. Merci beaucoup. Euh, Merci évidemment beaucoup à ceux qui follow sur Twitch, hein, même si on vous voit pas, vous n'êtes pas forcément présent dans le chat. Merci beaucoup et merci énormément. Pardon. Je réfléchissais à ce que je disais. Oui, on continue sur le Paris Saint-Germain. Très grosse ambiance des supporters aussi. Oui, c'est ce qu'on disait, hein, très grosse ambiance du COP parisien qui s'est déplacé en nombre. Et ça faisait plaisir hein, de voir ça, évidemment. Euh, ouais. Donc, un article sur Kvaratskhelia Barcola, les ailes du plaisir pour le PSG, vainqueur sur la pelouse de Chelsea et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors, juste avant, je fais un petit truc, je vérifie quelque chose. Donc c'est bien ça, hein, on a eu Success 878, je sais pas pourquoi la notif s'est pas envoyée sur Twitch, je suis désolé. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le follow sur Twitch. Hein. Success, ça fait extrêmement plaisir. En espérant que ça continue. Je voulais juste checker un dernier truc, hein, comme ça, tout est bon et je fais pas de bêtises. Euh...
Okay, good, but the pro wasn't challenged more than I had my brother to yeah, thank you. So... Ok, on peut repartir. Désolé pour ce petit... Petit blanc. Ouais, on peut repartir donc sur Kvaratskhelia, les ailes du plaisir. Kvaratskhelia Barcola, les ailes du plaisir pour le PSG. Vainqueur sur la pelouse de Chelsea et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les ailiers du PSG, Vicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, ont profité des espaces offerts par Chelsea pour régler le sort du huitième de finale, retour de Ligue des Champions en un quart d'heure et en beauté. Un article de José Barroso. Avec 3 buts à remonter, Chelsea a abordé ce huitième de finale retour dos au mur, obligé d'aller chercher le PSG dans son camp. Les Blues ont été punis par une facette moins valorisée chez les champions d'Europe, mais presque aussi redoutable. Presque aussi redoutable que leur séquence de possession, leur jeu de transition. Ousmane Dembélé y a perdu au change, plus occupé au contre-pressing qu'à la construction. Donc voilà, on disait, Ousmane Dembélé un peu moins en vue, mais toujours aussi efficace sur la défense évidemment. Chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant qu'il soit au Paris Saint-Germain. Mais le Ballon d'Or a laissé ses compères de l'attaque enfoncer les Anglais. Une semaine après lui avoir préféré Désiré Doué, Luis Enrique a titularisé Vicha Kvaratskhelia pour accompagner Bradley Barcola sur les côtés. Un choix vite payant, chacun dans leur registre, les deux ailiers ont douché le suspense de cette confrontation en un quart d'heure. Auteur d'une entrée fracassante au Parc des Princes, le Géorgien s'est vu doublement récompensé puisqu'il a débuté à gauche ce mardi. Son côté préférentiel avec sa maestria technique, il a éteint le pauvre Mamadou Sarr, propulsé latéral pour suppléer le forfait de Malo Gusto. Mamadou Sarr n'a pu constater les dégâts. Sur un long coup franc de Matvei Savonov mal contrôlé par le Sénégalais, Kvara profiter de l'aubaine avant d'ajuster Robert Sanchez avec sang-froid. L'Extrasbourgeois a fait ce qu'il a pu, mais il a passé la soirée à sentir sur son cou la pression intense de son vis-à-vis et pas seulement sur ses replis rageurs. Dès qu'il était servi dans ses pieds, l'ancien napolitain venait le provoquer et déséquilibrer le tendre bloc anglais. À coups de dribble, de double contact, d'extérieur du pied ciselé avec amour, une de ces percées allait d'ailleurs aboutir au troisième but conclu par Mayoulou. Une prestation qui vient confirmer combien Kvaratskhelia est un homme de grand rendez-vous et qui rappelle qu'à Paris, les paillettes ont encore cours. Elles sont juste plus musclées. Quoi ? Les paillettes ont encore cours, elles sont juste plus musclées. Ok, ça veut rien dire. Son pendant à droite, Barcola, ne fut pas en reste, profitant des décrochages réguliers de Dembélé, mais surtout de la profondeur laissée par les Blues. L'international des Bleus n'a cessé de s'engouffrer dans les brèches, seulement une joyeuse pagaille. Comme à l'aller, il y est allé d'un but magnifique sur une frappe pleine lucarne, après avoir été décalé par Achraf Hakimi, avant d'avoir plusieurs occasions d'alourdir la marque, perdant notamment deux face-à-face, le premier sur une frappe trop croisée après un régal de contrôle orienté. Le second en butant sur Sanchez dans un angle fermé, touché à la cheville droite, il a quitté la pelouse. Donc c'était bien la cheville. Il a quitté Stamford Bridge avec une botte orthopédique. Le sentiment du devoir accompli maintenant qu'il a mis fin à sa disette européenne. Il aiguise les appétits d'un PSG affamé comme jamais depuis des mois. Quart de finale pour le Paris Saint-Germain, ça sera contre ou Galatasaray ou Liverpool, on ne sait pas encore évidemment. Donc ça sera évidemment à suivre pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, une nouvelle très très grosse prestation pour les Parisiens. Si on n'a plus rien à dire sur le Paris Saint-Germain, on va pouvoir aller sur le Manchester City Real Madrid. Alors, on disait hier que c'était fini pour Manchester City, mais qu'ils allaient tout de même gagner à domicile. Au final, le Real a une nouvelle fois remporté en fait contre Manchester City. C'est vraiment la bête noire du City de Guardiola, ce Real Madrid. Et donc ça a été une victoire 2-1 après le 3-0, on se souvient, avec le triplé de Fede Valverde. Sur les compos, le 4-2-3-1 de la part de Pep Guardiola qui est revenu à un système un peu plus basique avec Donnarumma dans les cages, Diaz, Kouchsanov dans les cages, en défense centrale. Pas de Marc Guehi qui était sur le banc, qui est rentré à la mi-temps. Sur les côtés, Ait Nouri, Nunes. Au milieu de terrain, Rodri, Bernardo Silva, on va revenir sur lui, qui s'est fait expulser lors de ce match. Jérémy Doku à gauche, Tidjani Reinders au milieu de terrain, et à droite, Ryan Cherki avec Erling Haaland devant. Côté
côté Real de Madrid, évidemment. Courtois dans les cages, Rudiger, Courtois hein, qui est sorti à la mi-temps, hein, c'est Lounine qui l'a remplacé. Rudiger, Huysen en défense centrale, à gauche Fran Garcia, hein, pas de Ferland Mendy et pas de Carreras hein, qui sont blessés. À droite Alexander Arnold. Au milieu de terrain, c'était Thiago Pitarch avec Aurélien Tchouameni. À gauche, Arda Güler. À droite, Fede Valverde. On a l'habitude maintenant. Et Brahim Diaz avec Vinicius Junior qui a mis un nouveau doublé lors de ce match. Alors la fameuse question, Real meilleur sans Mbappé ou pas? La bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ben, écoute. Est-ce que on peut y répondre une fois qu'il y aura le Real Bayern en quart de finale? Normalement, s'il y a Real Atalanta, je me fous en l'air, mais en tout cas, le Real Bayern en quart de finale de Ligue des Champions, déjà, ça va être génial à voir. Et normalement, Kylian Mbappé sera de retour. Hein, il est rentré lors de ce match. Hein, 69e minute à la place de Brahim Diaz. Donc, écoute, on verra. S'il faut, c'est juste le Real qui se réveille et ça commence à cliquer. On verra. Hein. Pour Kylian Mbappé, je veux pas me prononcer pour le moment. Au niveau but, c'est 2,9 buts par match sans lui et 2,5. Ouais, j'ai vu que Kylian Mbappé, il était meilleur buteur en Liga, Ligue des Champions et je sais plus quelle autre compétition. Mais le Real marque plus sans lui. Genre, c'est vraiment incompréhensible cette stat. Ou alors, ça veut juste dire qu'il joue que pour sa gueule. Mais bon, j'ai encore du mal à un peu faire une lecture concrète de ce qui se passe sans Kylian Mbappé. Donc sur ce match, déjà je voudrais revenir sur les stats. Les stats de certains joueurs. Par exemple, un Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, il a une assist. Il a joué 90 minutes. Il fait un gros match une nouvelle fois. Il fait 2 tirs, un tir en dehors de la surface, un tir de la tête. Il a 94% de passes réussies, hein, il est quasiment à 50 passes. Aurélien Tchouameni, une occasion créée. 10 sur 11 aux passes dans le dernier tiers, 1 sur 1 sur les longues passes réussies et sur les centres réussis, 1 sur 1. 9 duels, 1 remporté dans les airs, 5 sur 8 au duel au sol, 2 sur 4 au tacle réussi. Bon, il commet une faute, il a une interception, 3 dégagements. Donc déjà un gros match de Aurélien Tchouameni. Jérémy Doku, il a une note de 8,1 aussi. Alors voilà, encore une fois, Jérémy Doku qui a une bonne note. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, déjà si vous l'avez vu, si vous n'étiez pas sur le Paris Saint-Germain. Ah. Merci à Lisa Marie une nouvelle fois pour le cœur sur toi dans le live TikTok. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, ça fait extrêmement plaisir. Pour continuer à faire ces lives. Je vois qu'aussi sur les likes, on est à 1780 à peu près. Merci beaucoup, ça monte petit à petit aussi. Pas de faute de Tchouameni, c'est plus... Pas de faute de Tchouameni, c'est plus Tchouameni. J'ai pas compris. En tout cas, un seul tir pour revenir sur Jérémy Doku. C'est plus lui. Ok. Ok. 12 touches dans la surface adverse de la part de Jérémy Doku. 7 sur 14 au dribble réussi, donc 50%. 61 touches. 21 sur 28 au pass réussi, 75%. C'est pas énorme par contre pour le coup. Et au duel, il a 8 sur 19 au duel. Au sol remporté. Et un 0 sur 1 au tacle réussi. Donc voilà, est-ce que vraiment il a été efficace? Bon, cassage de rein toujours pour Jérémy Doku, mais bon, est-ce que vraiment il t'apporte quelque chose, Jérémy Doku? C'est une nouvelle fois la question. En tout cas, sur ce match, Bernardo Silva qui se fait expulser dès la 20e minute. Reçoit un carton rouge synonyme d'expulsion. Donc c'est sur une faute de main. J'avoue que j'ai pas vu totalement le résumé pour Bernardo Silva. J'aimerais bien voir juste ça. Si je peux voir le résumé. Alors je peux pas vous le diffuser malheureusement. Hein, sinon je vais prendre des strikes.
Mais je voudrais juste voir la main de Bernardo Silva, parce que j'ai vu tous les résumés, sauf celui du Real, évidemment. Résumé du match. Ah mais c'est une story. Est-ce que je vais me faire strike si je vous en... On va éviter de vous le montrer quand même. Ryan Cherki qui a allumé tout à l'heure la... Alors, je vais prendre des strikes si je vous mets le son. Il avait bien les mains derrière le dos. Si je fais ça. Hop, juste pour que j'ai le son. Oh, déjà, il met un poteau Vinicius en début de match. Ah, c'est incroyable. Ah, il prend rouge direct pour une main dans la surface. Attends, mais il faut que je revoie l'action là, je comprends pas. Ah, mais oui, d'accord. D'accord. Putain, il y a carton rouge sur ça? Cher payé quand même. Il y a une carton rouge sur ça. Ok, bon. Encore une fois, bizarre. Donc, penalty réalisé par Vinicius Junior qui marque sur un tir de Vini pour éviter un but, mais c'est dommage de prendre un péno. Ouais, mais attends, c'est fou quand même. Bref, encore le... on va dire que le Real est avantagé par les arbitres. Bref, du coup, penalty, Vinicius qui marque 1-0, donc ouverture du score, ça fait 4-0 au cumulé pour le Real Madrid. Erling Haaland qui vient marquer son but à la 41e, qui vient égaliser lors de ce match. Voilà, Erling Haaland est au bon endroit au bon moment pour reprendre ce rebond dans la surface et frapper dans un... Ok. Bon, donc un partout à la mi-temps. On est sur du 4-1. Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'espoir. Guy qui rentre à la place de... Là aussi, il y a des trucs, des fois, je comprends pas, de la part des coachs. Tu es en train de perdre. Tu dois jouer ton va-tout, comme on dit. Et c'est Marguerite et Nathan Aki qui rentrent à la mi-temps. Pourquoi tu fais rentrer Marmouche et Semenyo à la place de Haaland et Nunes. J'avoue que des fois, j'ai du mal à capter. Mais bon, je suis pas Pep Guardiola non plus. Donc, Courtois qui sort à la mi-temps sur blessure. Alors, je sais pas exactement ce qu'il a eu Thibaut Courtois. Mais en tout cas, il est sorti. C'est Lounine qui l'a remplacé. Kylian Mbappé aussi qui est rentré à la 69e minute. Le retour de Kiki de Bondy, le capitaine des Bleus. Et c'est en toute fin de match que Vinicius Junior vient donner la victoire au Real à la 90e plus 3 sur une passe décisive de Aurélien Tchouamédi, donc sur un centre. Et donc superbe finition de la part de Vinicius Junior. Pour ceux qui sont présents dans le live, sur le chat en tout cas, que ce soit sur TikTok ou Twitch, est-ce que du coup avec cette double confrontation contre Manchester City, vous voyez le Real Madrid s'imposer contre le Bayern Munich? C'est ma question un peu du jour. Et après, on parlera juste de Pep Guardiola quand même, hein, une nouvelle fois éliminé par le Real, sa conférence de presse après, qui avait l'air assez énervé, Pep Guardiola, on peut s'en douter. Mais voilà, donc du coup sur cet article, c'est un article de Damien Degore, à nouveau éliminé de la C1, compliqué, on nous dit dans le chat pour après avoir aussi si le Bayern se présentera évidemment avec tout son effectif contre l'Atalanta, ça devrait le faire. À mon avis, Vincent Kompany va faire tourner, mais on verra. On sait que Harry Kane a été un peu blessé récemment, Manuel Neuer aussi. Il se présente sans gardien, professionnel. Je crois que les 3 gardiens du Bayern sont blessés cette saison, enfin pour ce match. Donc ça va être intéressant à voir cette équipe du Bayern contre l'Atalanta et évidemment ce quart de finale contre le Real de Madrid. En tout cas, à nouveau éliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, se résigne face à sa bête noire. Sorti mardi soir de la Ligue des Champions pour la 4e fois en 4 ans par le Real, le manager espagnol des Citizens, Pep Guardiola, renvoie de plus en plus des signes de renoncement face à sa bête noire.
Il eut beau annoncer lundi qu'il fallait y croire, essayer, recommencer, ne jamais renoncer, Pep Guardiola n'a pas vraiment renvoyé l'image ce mardi soir d'un entraîneur convaincu que l'exploit était possible. Pour la troisième fois consécutive, la quatrième en 5 ans, son Manchester City est éliminé de la Ligue des Champions par le Real Madrid. Et cette saison, il a sans doute été balayé par un Real plus faible que tous les précédents. Depuis son banc, le manager espagnol a plus souvent donné l'impression de subir les événements que de les maîtriser. Et alors qu'il aime impacter les rencontres en modifier leur scénario par ses choix tactiques ou ses remplacements, Pep Guardiola ne semble plus contrôler grand-chose quand il affronte les merengues. Ce mardi soir, juste après l'ouverture du score du Real par l'intermédiaire de Vinicius Junior sur penalty, le boss des Citizens errait dans sa zone technique. Il tournait en rond, frappait dans le vide avec son pied, se rongeait les ongles et se triturait le cou, comme s'il ne savait plus dans quelle direction se diriger. City était réduit à 10 après l'expulsion de Bernardo Silva, il avait 4 buts à remonter et il fallait une bonne dose d'imagination pour y croire encore. Ce n'est pourtant pas ce qui lui manque d'ordinaire, mais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, Guardiola paraît avancer à l'aveugle. Des choix contestables. Mercredi dernier, à Madrid, il avait replacé Nico Aurélie latéral gauche après l'avoir utilisé plusieurs matchs dans un rôle de milieu où il excellait. Le jeune anglais avait été impliqué sur les 3 buts madrilènes. Samedi dernier, après le nul concédé à West Ham, en championnat, le coach espagnol interrogé sur son choix de ne toujours titulariser Ryan Cherki confessait. Mauvais choix, vous pouvez me critiquer énormément pour ce choix, je le mérite. C'est parfois une question d'équilibre. Nous avons compris en début de saison que lorsque nous alignions Haaland avec Doku et Cherki, nous étions extrêmement déséquilibrés. Ce mardi, qu'a-t-il fait? Il a aligné Haaland avec Doku et Cherki. Dans l'absolu, cette décision pouvait se comprendre puisque Manchester City avait 3 buts à remonter. Mais il aurait peut-être pu dessiner un milieu plus consistant que celui composé de Rodri et Bernardo Silva, qui à 31 ans enchaîne les matchs et n'a plus ses jambes de 20 ans. Devant ce duo, Tijani Reinders n'a pas offert grand-chose d'intéressant, ni avec le ballon, ni sans, alors qu'Aurélie est resté sur le banc. À l'arrivée, City a très vite et trop souvent été déséquilibré. Valverde aurait pu ouvrir le score au bout de 56 secondes de jeu, avant que Vinicius ne frappe sur le poteau, puis que le Real obtienne un penalty transformé par le Brésilien. Le mal était fait, l'égalisation de Haaland juste avant la mi-temps n'y a rien changé depuis son banc. Guardiola l'a à peine célébré. Songeait-il à ce qu'il pouvait encore changer après la pause? Le technicien catalan avait retrouvé un zeste d'énergie en début de seconde période, comme s'il avait compris qu'il pouvait être le 11e homme qui faisait défaut à son équipe depuis l'expulsion du capitaine portugais. C'était un peu tardif quand même. Une certaine lassitude, l'impression de fatigue, d'usure même que Guardiola diffuse depuis plusieurs semaines ne s'estompait pas. Il vit sa 10e saison à la tête des Citizens et il ne semble pas trouver les ressorts ni avoir les ressources pour porter un groupe qui paraît moins fort que ceux qui l'a conduit si souvent au sommet. En interne, il lui arrive de ne même pas masquer sa lassitude. Ses joueurs le voient. Il lui restera pourtant encore une année de contrat à l'issue de cette saison, au cours de laquelle son équipe est encore en lice dans 3 compétitions. La Coupe de la Ligue d'abord, dont elle jouera la finale ce dimanche, 17h30 contre Arsenal. Le championnat ensuite, il occupe la 2e place à 9 points des Gunners avec un match de moins. Et la Cup avec la réception de Liverpool en quart de finale. Il faudra retrouver de l'énergie et des idées d'ici là. Compliqué. Ça va être compliqué cette fin de saison parce il peut finir 2e, perdre la Cup contre Arsenal, ça serait pas un scandale. Et par contre, je pense qu'il peut passer contre Liverpool quand même. Tout le monde veut me virer, c'est ça. Pep Guardiola ironise sur l'exigence démesurée de Manchester City. Suite au revers face au Real Madrid, Pep Guardiola a rappelé l'exigence hors norme qui pèse sur City en Ligue des Champions. Le technicien catalan a souligné que le club est désormais jugé selon les mêmes standards historiques que le Real Madrid. Tout le monde veut me virer, c'est ça. Oh mon Dieu, un jour je viendrai ici en conférence de presse et je dirai au revoir les gars. Si vous ne remportiez qu'une seule Ligue des Champions avec Manchester City, est-ce que ce serait décevant pour vous? Serait-ce suffisant? C'est un journaliste qui lui a posé la question. Et il a répondu, vous avez raison, il faudrait que je gagne 6 Ligues des Champions ici pour être reconnu, c'est sûr. Écoutez, quand j'ai été nommé sur le banc du Barça, j'ai remporté le triplé. Après ça, si je ne remportais pas le triplé, c'était forcément un échec. C'est pareil ici, la barre est placée très haut dans ce club en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et nous ne l'avons pas atteinte. Ce n'est jamais une bonne chose, mais ça va aller. J'aimerais que ce club ait le ressenti que le Real Madrid a et ils ne l'ont pas encore à cause de l'histoire. Le Real Madrid là, si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions, c'est un échec. C'est ça la pression. Avec le temps, peut-être que nous y arriverons. Bon après, comparer Manchester City et le Real de Madrid, c'est un peu gros quand même. C'est pour ça qu'il a dit ça, je pense. C'est impossible à comparer clairement ces deux clubs. Il y en a un qui vraiment est performant depuis
allez, 20 ans maintenant, alors que le Real, bon, ça a toujours été performant, du coup, pour le coup, hein, 16 Ligue des Champions, 15 Ligue des Champions. Bref. Voilà pour Pep Guardiola, bon, qui est une nouvelle fois éliminé par le Real, hein, vraiment la bête noire de ce Real. Pourquoi ça me fait ça à chaque fois? C'est un peu chiant. Non. Voilà. On va passer juste au match de Leverkusen contre, contre Arsenal. Hein. Arsenal qui s'est qualifié pour la suite de la compétition, pour les quarts de finale évidemment. Donc 15 Ligue des Champions évidemment pour le Real, hein, qui va vers sa 16e. Arsenal, du coup, que je m'y retrouve. Hein. Arsenal-Leverkusen, hop là. Victoire 2-0 d'Arsenal, il y avait eu un partout au match aller. J'avais annoncé par contre score exact hein, pour Arsenal-Leverkusen, pour ceux qui étaient là hier soir, les amis. Hier matin, pardon. J'avais annoncé Arsenal, victoire 2-0, pas prendre de but. Je sais pas si j'avais annoncé des buteurs, mais aisé me paraissait dans le truc. Bref. En tout cas, sur ce match, on avait évidemment Mikel Arteta avec ce 4-2-3-1, Raya dans les cages, Gabriel Saliba en défense centrale, Hincapié à gauche, Ben White avec l'absence de Juren Timber, c'était Ben White et pas Miles Lewis Kelly. Rice, Zubimendi au milieu de terrain, on a l'habitude. Gyökeres devant, à gauche, Leandro Trossard, Iberici Eze en 10, enfin derrière l'attaquant, et Bukayo Saka. Côté Leverkusen, Blaswich dans les cages, Andrich, Tapsoba, Kansa dans la défense à 3, Poku en piston droit, Grimaldo piston gauche, Palacios, Garcia au milieu de terrain et Martin Terrier, Ibrahim Maza et Kofane devant dans cette attaque à 3. Donc Martin Terrier qui était bien titulaire. Hein. Et donc sur ce match, bon déjà, bah, que dire sur ce match. Oui, domination d'Arsenal, victoire totalement méritée, je pense. Hein, ça a été solide défensivement. Très très beau but de Eberechi Eze, on va y revenir dessus. 58% de possession pour le Leverkusen. Mais bon, 21 tirs, 12 cadrés de la part d'Arsenal. 9 tirs, 2 cadrés de la part de Leverkusen. Voilà, le FC Corner toujours en action, hein, 10 corners, 8 corners pour Leverkusen, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi, il y a eu 4 erreurs menant à un tir quand même, donc Leverkusen qui s'est tiré une balle dans le pied. C'est vrai que sur le premier ou deuxième but, je crois qu'il rentre pas mal de ballons. 10 arrêts de la part de Blaswich, 2 arrêts de la part de Raya. Donc victoire logique de la part d'Arsenal. Donc le but à la 36e d'Eberechi Eze sur une passe décisive de Leandro Trossard. Mais vraiment, je vous invite à aller voir le but. Hein. Je peux pas forcément. Je pense pas que je puisse le diffuser. Peut-être si je le mets rapidement en fond sur TikTok. Sur X. Goal aisé. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Une défense à 3 contre Arsenal, pas fou. Hop, pivot, boum. Il a vraiment mis un but de fou, hein, célébré en plus. Vraiment, comme il le faut par Eze, mais le but, il est assez incroyable, hein, vraiment. Est-ce que je peux... Non, sur TikTok, j'ai peur de me faire strike, j'ai pas envie. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux, le but de Eze, il est vraiment fou. Oh là là, oh là là. Vraiment, je rêve de faire ça un jour dans ma vie. Voilà. Donc on disait domination... Tillman, Coolbress qui rentre à la 60e minute, hein, on essaye de faire des changements de la part de Casper Hjulmand, mais ça ne marche pas. Declan Rice qui marque à la 73e minute. Declan Rice aussi qui met un but plutôt correct hein, dans le petit filet. Entrée de surface, il me semble, ou il est un peu dans la surface. Bref. Et après, Arsenal qui peut faire tourner Norgard, Mosquera, Martinelli qui rentre, Kai Havertz aussi. Et Lewis Kelly qui rentre à la place de Victor Gyökeres. Voilà. Pas grand chose de plus à dire honnêtement sur ce match. Arsenal qui continue son parcours, qui devra affronter une équipe du Sporting. Peut-être que le Sporting est un peu plus dangereux que cette équipe de Leverkusen. Donc il faudra se méfier quand même. On sait qu'ils ont été capables de coups en Ligue des Champions, on le redit. Là, cette victoire 5-0, ça montre bien qu'il ne faut pas les sous-estimer. Mais voilà, ça sera un quart de finale plutôt intéressant quand même.
pour les Gunners. On va juste aller sur la déclaration de Mikel Arteta après le match. Mikel Arteta très heureux après la victoire d'Arsenal contre Leverkusen. S'est montré ravi de ses joueurs après leur victoire 2-0 en Ligue des Champions face à Leverkusen. Je suis très heureux de la prestation et de la façon dont nous avons géré le match sur le plan émotionnel. Car en première période, nous avons beaucoup donné. Cela aurait dû être 2 ou 3 buts, le gardien les a maintenus dans le match et il nous fallait un moment magique d'Eps, donc Eberechi Eze, pour inscrire un but exceptionnel et ouvrir la voie vers les quarts de finale. Nous avons vu à l'entraînement beaucoup d'actions similaires, mais au final, il est là pour offrir ces moments décisifs quand il le faut. Comme aujourd'hui, il progresse, je pense qu'il commence à montrer ce dont il est capable et maintenant, il nous faut juste de la régularité de sa part. À propos de la prestation de Declan Rice, je pense qu'il a été immense aujourd'hui. La performance qu'il a livrée, compte tenu du nombre de matchs et de minutes qu'il enchaîne, je trouve qu'il a été remarquable. Il a vraiment mené l'équipe de différentes manières et c'est un plaisir de l'avoir aujourd'hui. Il a encore été décisif. Il a failli marquer une nouvelle fois sur coup franc, Declan Rice. Donc vraiment, il est hyper dangereux. C'est vraiment difficile à réaliser. Donc, 3e saison... donc, c'est quoi ? Arsenal atteint les quarts de finale pour la 3e saison consécutive. Donc, c'est déjà pas mal, on se souvient, cette victoire contre le Real Madrid en quart de finale la saison dernière avec les deux buts sur coup franc de Declan Rice. C'est vraiment difficile à réaliser, les joueurs méritent beaucoup de crédit pour cela, surtout avec le calendrier que nous avons en Première Ligue et dans toutes les compétitions. Je pense que le contexte est très très compliqué, mais je suis très satisfait et je pense que nous méritons d'être là. Déclaration de Mikel Arteta, déclaration de Kasper Hjulmand qui regrette les erreurs de Leverkusen lors de la défaite. Il a déclaré « En première période, nous avons commis trop d'erreurs dans nos phases de construction. Arsenal nous a mis beaucoup de pression, mais nous n'avons pas concédé beaucoup de grosses occasions. Seulement quelques coups de pied arrêtés, puis Eze a marqué ce superbe but. Je suis arrivé en septembre et j'avais 14 nouveaux joueurs dans l'effectif. Le début a été un peu chaotique, puis nous avons réalisé de très bonnes choses. Je pense que nous avons joué de mieux en mieux. Nous sommes allés à Benfica et avons gagné. Nous sommes allés à Manchester City et avons gagné. Et nous avons battu l'Olympiakos 2-0 lors des playoffs de la phase à élimination directe. Je pense que nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons accompli dans une saison de transition comme celle-ci. Nous constatons aussi qu'il y a une différence entre nous et les meilleurs d'Europe et nous vivons ce niveau pour pouvoir revenir dans ce magnifique tournoi et tenter de rivaliser à nouveau. C'est notre objectif. On rappelle aussi Leverkusen qui a fait match nul contre le Bayern ce week-end alors que le Bayern était à 9. Donc voilà, on verra peut-être la saison prochaine un meilleur visage de Leverkusen. Là, c'était un début de saison très compliqué. Comme ça a été dit, ils ont réussi à relever la tête. 8e de finale, honnêtement, c'est une belle perf pour Leverkusen après leur début de saison chaotique. Voilà. Sur les matchs de hier soir, on avait aussi la Youth League. Je pense que sur la Ligue des Champions, si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas dans le chat, TikTok, Twitch, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez d'autres choses, on va aller sur la Youth League. Juste pour les matchs de hier soir, le Club Brugge qui a éliminé l'Atlético Madrid 4-0. Donc c'était hier après-midi à 14h. Donc l'Atlético Madrid U19 qui est éliminé. Ils ont pris 2 cartons rouges lors de ce match. Les jeunes Colcho. Il y avait 3-0 à la mi-temps. Donc le Club Brugge qui est en demi-finale de la Youth League. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre Villarreal 1-0 sur un but de Elijah Lee sur une passe décisive de Mugenge quand même, lui qui est très efficace en ce moment avec cette équipe du Paris Saint-Germain U19, un pénalty manqué du côté de Villarreal et c'est donc une victoire pour le PSG qui est là aussi en demi-finale de Ligue des Champions. On verra qui affrontera le Paris Saint-Germain, est-ce que ça sera le Real Madrid ou le Sporting, le match sera ce soir. Oui, le Real Madrid contre le Sporting, le match sera ce soir. Et donc on verra qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain. Pour l'autre demi-finale, l'autre quart de finale, on verra si l'Inter ou Benfica rejoindra le Club Brugge en demi-finale de la Youth League. On avait aussi un match hier de Super League, donc championnat turc, évidemment. Et après, on retourne sur notre Ligue des Champions sur les matchs de ce soir.
Fenerbahçe qui s'imposait 4-1 contre Gaziantep avec un but de N'Golo Kanté sur une passe décisive de Marco Asensio. Un but de Néné aussi, 2 buts de Néné. Néné, Dorgelès Néné, hein, le Malien pour le coup, hein, c'est pas le retour du Brésilien. Même triplé de Dorgelès Néné sur ce match et une passe décisive, il me semble, de Matteo Guendouzi sur le 3e but. Et Asensio qui a mis 2 passes décisives. Voilà, Fenerbahçe qui reste 2e de ce championnat turc. Avec un match en plus et 4 points d'écart avec Galatasaray. Voilà, on passe rapidement, on peut aller sur nos matchs de Ligue des Champions de ce soir. Donc Barcelone qui joue contre Newcastle. Déjà, donc on se rappelle, match nul à l'aller, 1 but partout à St James Park. Là, c'est le match retour au Camp Nou. Le Barça est plutôt favori, une cote à 1,50. Évidemment, on le rappelle, faites attention si vous pariez, pas de bêtises. Les amis, je le répéterai à chaque fois, on met pas la maison, pas le PEL, pas les enfants ou le chien, j'en sais rien. On fait extrêmement attention, on joue juste pour s'amuser et on met quelques deniers. Pas plus. Mais le Barça qui reste quand même favori, une cote à 5 pour Newcastle. Donc c'est plutôt pas mal. Au Camp Nou, donc on aura sur les compositions probables, on va vous citer quand même les absents. Alejandro Balde côté Barça, Christensen, Frankie de Jong toujours blessé et Jules Koundé, le latéral français. Donc on aura sûrement Eric Garcia à droite, Joao Cancelo à gauche, Gérard Martin Koubarsi en défense centrale, je ne sais plus qui nous en parlait tout à l'heure que c'était plutôt solide ou c'était peut-être hier. Juan Garcia dans les cages évidemment. Au milieu de terrain, alors, on nous annonce Pedri, Bernal, Firmine. Est-ce que ça sera Firmine? Est-ce que ça sera Daniel? Moi, à mon avis, ça sera plutôt Firmine aussi. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Je pense que ça sera aussi cette attaque, pas forcément de Ferran Torres devant, il sera sûrement sur le banc. Et côté Newcastle, donc on a les absences de toujours Bruno Guimaraes, Kraft, Maillet et Fabien Schär, le défenseur suisse. On aura sûrement Ramsdale dans les cages. Malick Thiaw, Burn en défense centrale, avec à droite Kieran Trippier, à gauche Hall. Au milieu de terrain, Sandro Tonali, Joelinton, Ramsey. Et en attaque, Anthony Gordon, Barnes et Murphy, qui seront normalement dans cette équipe de Newcastle. Dites-moi vos pronos, évidemment, pour les matchs de ce soir sur le live. Ouais, dites-moi vos pronos sur le live. Moi, je vois quand même le Barça passer dans cette équipe, enfin dans ce 8e de finale de Ligue des Champions, pour affronter l'Atlético Madrid. On va aller juste après sur le match de l'Atlético Madrid. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose en plus ou si vous avez des commentaires sur ça. Sinon, on passe sur un autre match de ce soir. Le Bayern contre l'Atalanta. On va aller rapidement aussi. Le Bayern qui s'est imposé 6-1. On l'a dit, Vincent Kompany va sûrement faire un peu tourner. Ce week-end, ça a été compliqué en Bundesliga pour le Bayern. Bon, là, ils ont une avance à domicile en plus. Donc, ça devrait être une formalité pour cette équipe du Bayern Munich. On rappelle, il y a les 3 gardiens blessés. Là, on nous annonce Urbic dans les cages. On verra exactement qui sera présent. En tout cas, pas mal d'absents. Michael Olise suspendu, Manuel Neuer blessé, Ulreich blessé. Jamal Musiala, normalement, est blessé aussi. Kimmich, suspendu. Ito aussi, le japonais. Alphonso Davies. Donc ça va être, à mon avis, il va pas avoir pas mal de turnover. C'est annoncé Nicolas Jackson dans la composition probable. Je pense aussi, comme ça, Harry Kane peut se reposer. Lennart Karl qui n'a pas joué forcément beaucoup récemment, je pense qu'il sera titulaire. Au milieu de terrain, Pavlovic, Goretzka, ça me semble être plutôt ça. On nous annonce Bischoff en tant que latéral gauche. Alors là aussi, je sais pas forcément ce qui sera fait par Vincent Kompany et en défense Upamecano, Jonathan Tah. Pourquoi pas voir plutôt Kim Min-jae, comme ça faire souffler un de des défenseurs. Moi j'irais plutôt sur faire souffler Dayo Upamecano. Je cherche s'il y a d'autres joueurs qu'on pourrait voir du côté du Bayern. On a dit Bischoff, on a dit Lennart Karl, Nicolas Jackson. Serge Gnabry, il est titulaire en ce moment. Jamal Musiala. Ndiaye s'est blessé. Tom Bischoff. Pavlovic. Stanisic. Reinheimer. Rafael Guerreiro. Pourquoi pas voir Rafael Guerreiro? Il est toujours dans l'effectif du Bayern. Ça peut être intéressant. Et comme ça, on aurait Bischoff plus haut pour faire tourner
avec, Luis Diaz. Sinon, après, il n'y a pas forcément d'autres turnovers, mais ça serait déjà plutôt pas mal. Touk, 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 touk. Pour l'équipe de l'Atalanta, on a Carnesecchi dans les cages, hein, Kosunu, Yen, en défense avec Kolasinac, Bernard Sconi à gauche, Zappacosta à droite, Deroun Ederson au milieu de terrain. Pourquoi pas voir le frérot, comment il s'appelle? Pas Deroun, c'est l'autre, Pasalic. Dans cette équipe de l'Atalanta et devant Kristovic Sulemana de Kettler. Je serais plus aussi sur peut-être un Raspadori Scamacca. Donc c'est à voir, mais en tout cas, ça risque d'être une qualification plutôt logique de la part du Bayern Munich. Voilà, après on aura Tottenham Atlético Madrid. Bon, l'Atlético l'a emporté 5-2 au Wanda Metropolitano Stadium. Là, la victoire de Tottenham ce soir, une cote à 2,50, 2,40. Hein. Je vois quand même pas cette équipe de Tottenham s'imposer. Il y a toujours beaucoup de blessés côté Tottenham. Betancourt, Yves Bissouma s'est marqué inactif, donc je sais pas trop. Ben Davies, Kudus, Kulusevski, Madison, Odeberg, Palinha, Richarlison suspendu. Et après, on a Gallagher et Solanke incertains. Côté Atlético Madrid, ça sera Barrios Mendoza et Jan Oblak aussi, qui est blessé, donc ça sera peut-être Musso dans les cages. En défense centrale, pourquoi pas voir nos deux Français, le Normand et Clément Langlais. Antoine Griezmann aussi en tant que titulaire, ça serait cool pour faire tourner, je sais pas, un Griezmann Sorlotte. Au milieu de terrain, on verra aussi Llorente Cardoso. Est-ce que Coquet jouera aussi pour faire un peu reposer les organismes. Voilà, dans cette équipe. Après, Tottenham, on veut juste voir nos Français jouer. Le reste, on s'en tamponne. On veut juste voir Matistel, Colomani jouer, faire une bonne prestation moins marquée. Et après, pour le reste, peut-être Kevin Danso aussi. Kevin Danso, l'ancien Lensois qu'on voudrait voir sur le terrain. Mais sinon, le reste, honnêtement, cette équipe de Tottenham, elle ne m'intéresse pas. Coaché par Igor Tudor. Donc, l'Atlético Madrid devrait, enfin, j'espère, rejoindra le Barça en quart de finale. Le dernier match de ces quarts de finale, on aura Liverpool-Galatasaray. Galatasaray qui s'est imposé à domicile 1-0 contre Liverpool. Liverpool, les choix d'Arne Slot en ce moment, c'est plutôt compliqué. Lui aussi, il a pas mal de blessés, mais ça n'excuse pas tout. Je trouve qu'il y a des trucs un peu bizarres de la part du coach hollandais avec cette équipe de Liverpool. Et au niveau des compos probables, donc Alisson devrait être là, Van Dijk, Konaté en défense centrale. À gauche, Milos Kerkez, à droite, Frimpong. Est-ce qu'on aura une attaque Florian Wirtz et Ekitike Salah ou alors Cody Gakpo sera présent à la place de Salah, ça reste à voir aussi. Au milieu de terrain, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai. Normalement, ça devrait être ça devrait pas trop bouger. En absent côté Liverpool, bon, Alexander Isaac, il n'y a plus forcément de blessés. Et dans cette équipe de Galatasaray, Osimhen devant, Gabriel Sara qui a été sélectionné avec le Brésil, a noté un très très bon milieu de terrain, Gabriel Sara. À gauche, Noah Lang, à droite, Yilmaz. Au milieu de terrain, Lemina Torreira, c'est très costaud quand même. Et après, Sacha Boey à droite. L'ancien du Bayern, Singo en défense centrale, pourquoi pas, Bernarchi avec lui, Jacobs aussi, l'ancien monégasque, et Chakir au cage. Salut à la Lambertini qui est présent sur le live, bienvenue, je crois que c'est la première fois que tu es présent, et tu nous dis, tu penses que le Ghana peut surprendre à la Coupe du Monde? Bah non. Pour le coup, là, vraiment, la question est assez folle. Je sais pas si c'est un troll ou pas. Non, je pense pas que le Ghana peut surprendre à la Coupe du Monde. Hein. C'est une équipe assez faible déjà en Afrique, le Ghana. En tout cas, sacrée photo de profil. Elle me régale. Mais non, je vois pas forcément le Ghana me surprendre à la Coupe du Monde. Pour le coup. Non, mais dans leur groupe, du moins. Ils ont qui exactement dans leur groupe CDM 2026. Plus je les ai regardés hier, les groupes de la Coupe du Monde. En tout cas, merci pour les likes. Je vois qu'on a 3300 likes. À tous ceux qui likent sur le live, ça fait extrêmement
plaisir, hein, vraiment, n'hésitez pas à continuer, ça nous fait monter dans le référencement comme d'habitude. Le Ghana, ils sont où? Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Ouais, ça va être compliqué quand même pour nos frérots ghanéens. En plus, je crois qu'ils ont un renouvellement de génération, donc il y a pas mal de joueurs qui ont bougé récemment. C'était quoi la dernière compo du Ghana, hein? Alors là, pour le coup, c'est vraiment une question assez... Ouais, grave. Non, pour le coup, là, les Black Stars, ça me paraît compliqué quand même. Gideon Mensah. Fou. Ils ont le Niçois aussi, non? Pepra Opong, il est ghanéen normalement. Il me semble qu'il est ghanéen, hein. Kojo Pepra Opong. Il est bien là, Kojo Pepra Opong. Alidou Seydou, il est ghanéen aussi. Mohamed Sanis. Bon, après, ils ont 2-3 joueurs, hein, qu'on connaît souvent de la Ligue 1 en attaque. Voilà, toujours Jordan Ayew. Va falloir penser à lâcher aussi. Prince Owusu. Adou, il est là, ok. Iñaki Williams. Mohamed Kudus, toujours blessé, dommage. Antoine Semenyo, d'accord, il y a quand même 2-3 joueurs au Ghana, j'avoue que je pensais pas qu'ils étaient qu'ils avaient une belle équipe. En tout cas, ils ont une belle sélection. Thomas Partey. Ouais, et Elisha, c'est Elisha Owusu qui joue à Auxerre, d'accord. Marvin Senaya aussi. Ah, il y a 3 Ghanéens à Auxerre déjà. Ok, Souleymana. Je pense qu'ils peuvent faire un résultat contre la Croatie. Oui, c'est peut-être le plus abordable avec le Panama, mais bon. Ils sont coachés par qui? Otto Addo. Ouais, pour le coup, je connais pas du tout. John Pencil, Desmond O'Fay. Ok, bah écoute, je saurais pas te dire pour le coup là, mais oui, ils ont peut-être une chance contre la Croatie. La Croatie aussi, ils sont en renouvellement de génération, donc ça peut être un peu plus compliqué. Mais honnêtement, je suis pas sûr qu'ils peuvent faire un résultat dans cette Coupe du Monde, hein. Sachant qu'il y a des 16e maintenant en Coupe du Monde de ce que j'ai vu hier. Euh, Après, c'était amical le dernier. Ouais, mais du coup, ça va ressembler à la. Ouais. Regarde pour les matchs de la qualif de Coupe du Monde. Ouais, mais le groupe est dur quand même. Je pense qu'ils peuvent faire un résultat contre la Croatie, voire surprendre contre les Anglais. Contre les Anglais, quand même. Je pense même qu'ils peuvent gagner la Coupe. Avec un Jordan Ayew Ballon d'Or. Ok, on est sur un troller de l'espace. Donc voilà, si on retourne quand même sur ces matchs de Ligue des Champions entre Liverpool et Galatasaray. Ouais, moi j'ai dit de toute façon, j'avais annoncé dans mes pronos, je ne changerai pas. Alors je me suis trompé déjà pour certaines oppositions. J'avais dit que Manchester City se qualifierait, que Bodo Glimt se qualifierait. Ils avaient gagné 3-0 à l'aller, merde. Arsenal aussi, c'était annoncé, le PSG, je l'avais annoncé. Après j'avais annoncé le Bayern Munich, le FC Barcelone. Liverpool et l'Atlético. Non, j'ai dit Galatasaray et l'Atlético Madrid. Donc je pense que Galatasaray va s'imposer à Anfield. Ou en tout cas, aller chercher le match nul. Je pense, voilà. Je sais pas ce que vous avez comme prono pour Liverpool-Galatasaray, mais moi j'ai dit que les Turcs passeraient. Alors je sais pas sur quel score ce soir. À mon avis, un petit match nul à Anfield, ça pourrait être pas mal. Un 2-2. Il y a pas mal de 2-2, je crois, à Liverpool, le CCD. Donc ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Après, on a un match d'Europa League ce soir entre Braga et Ferencvaros. Pour ceux que ça intéresse, sur le match aller, Ferencvaros s'est imposé 2-0 contre les Portugais. Donc, ils sont plutôt favoris. Mais à voir, Braga qui est une bonne équipe de la Ligue portugaise. Je crois qu'ils sont 4e actuellement au classement. Bon, on aura les qualifications à l'Euro U17 ce soir. Bon, c'est pas forcément très intéressant. On a la Youth League, on a dit Real Madrid Sporting et Inter Benfica. On en a parlé tout à l'heure. La Coupe de France féminine, quand même. À ne pas négliger le football féminin avec l'OL Lyon qui joue contre Le Havre pour ses quarts de finale, hein, si je dis pas de bêtises. Demi-finale, non, quart de finale. Donc l'OL Lyon contre Le Havre, hein, c'est des matchs décalés parce qu'il y a eu cette semaine la Coupe de la Ligue féminine à Abidjan. Donc l'OL Lyon et Dijon PSG, hein, je vois l'OL Lyon passer tranquillement et après Dijon PSG, je vois quand même le PSG qui s'en sort de plus en plus en ce moment, qui relève un peu la tête après un début de saison assez compliqué.
Et après, on aura de la Ligue turque avec Galatasaray. Bah non, du coup, Galatasaray qui joue pas, hein, qui joue en Ligue des Champions. Trabzonspor qui joue contre Eyüpspor. Başakşehir contre Antalyaspor. Et Alanyaspor contre Kocaelispor. Voilà pour les matchs de ce soir. Alors oui, je tiens à le rappeler aussi pour ceux qui sont sur le live, il n'y aura pas de live demain. Demain, je ne suis pas présent malheureusement, je serai en déplacement euh, pour, euh, pour, euh, pour voilà autre chose. Mais en tout cas, je ne serai pas présent en live demain. Vendredi matin, normalement, on pourra se retrouver. Là aussi, vendredi matin, je ne sais pas exactement à quel horaire. Je mettrai sûrement une story ou quelque chose comme ça pour vous prévenir de l'heure. Mais voilà. Ou sinon, au pire, on essaiera de faire un live ce week-end. Je ne sais pas quand. Je vous tiendrai au courant. Mais on veut savoir maintenant. Bah déjà, salut à Cosby Show qui est présent sur le live. Ça fait plaisir qu'il y ait du monde sur Twitch, enfin. Merci beaucoup en tout cas. Mais non, pour les lives, demain c'est sûr, il y aura rien. Ça, je peux vous l'assurer. Je ne serai pas chez moi. Mais vendredi matin, possiblement, si je suis pas trop fatigué de mon retour de péripéties, pour voir Nasdaq. Non, non, il n'y a pas de collab avec Nasdaq. Je serai effectivement à Perpignan, mais il n'y aura pas de collab avec Nasdaq, ni avec Jerem Star, je vous le dis. Mais après, jamais dire jamais, évidemment. Mais, euh, mais voilà, je serai pas présent du coup en live et vendredi matin à voir mon état de forme ou pas. Ou sinon, on essayera peut-être. Ça dépend. Je suis pas encore fixé, je vous dirai effectivement. Et samedi, peut-être. Samedi ou dimanche, peut-être, mais je peux rien promettre. Voilà. En tout cas, je vous tiens au courant sur les réseaux, évidemment. Restez à l'affût. On a parlé Ligue des Champions, on a parlé Youth League, tout ça, mais il y a quand même une actu qui a fait le tour cette semaine. C'était hier, ça a été annoncé, donc du coup le Maroc a été déclaré gagnant de la CAN 2025 par la CAF, la Confédération africaine de football. Alors un retournement de situation, comment le désigner, hein. N'hésitez pas si vous avez les mots dans le chat à me dire, mais en tout cas plutôt catastrophique, débile, j'en sais rien. Genre, honnêtement, j'ai pas forcément les mots. Je vais essayer de retranscrire ça le plus simplement possible, hein, avec tous les articles qu'il y a. Le Maroc, donc déclaré gagnant de la CAN. J'ai ouvert le même article, hein. Alors, juste pour rappel quand même, la CAN qui s'est déroulée donc de décembre à janvier cette année. C'était parfait, franchement c'était une belle canne. Bon, il y avait toujours quelques 2-3 erreurs d'arbitre, mais bon, ça arrive dans toutes les compétitions, c'était pas vraiment le plus important. Finale de la canne. euh, euh, Finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal. Donc, il y a eu cette histoire de faute pas sifflée, enfin, des erreurs d'arbitrage. Le Sénégal qui décide de retourner dans... donc, penalty pour le Maroc. Donc, on va être simple quand même. Le Sénégal, il y a une faute sur un corner dans la surface de la part d'un Sénégalais sur Achraf Hakimi. Donc c'est un corner pour le Sénégal, une faute de la part d'un Sénégalais qui pousse Achraf Hakimi. Non. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc il y a but du Sénégal, le but est refusé parce qu'il y a faute. Effectivement. Non, parce qu'il y a faute. Ou sur Brahim Diaz, oui, peut-être sur la faute. Et après, sur l'action d'après, il y a faute sur Brahim Diaz. Et donc, penalty pour le Maroc. Penalty pour le Maroc. Et donc c'est là où ça part en vrille. Le Sénégal qui décide d'arrêter le match, de retourner au vestiaire, hein, qui ne souhaite pas continuer. Au final, après discussion, il décide de revenir. Le penalty est tiré par Brahim Diaz. Pas de cas catastrophique de la part du joueur du Real. Et donc, penalty raté. Prolongation dans cette CAN. Et c'est Pape Gueye qui vient marquer le but de la victoire pour le Sénégal. Et donc, le Sénégal est déclaré vainqueur. Après, il y a les histoires de serviettes, tout ça. Il y a des cas précédents déjà. Alors, je ne connais pas les cas précédents pour le coup. Mais en tout cas, célébration hein, au Sénégal, hein, victoire de la CAN, trophée remis. Et 2 mois plus tard, bon, il y a évidemment un appel de la part de la fédération marocaine. Il y a des amendes qui ont été données pour le coach du Sénégal, dont j'oublie le nom. Merde.
Sélectionneur Sénégal, putain. Faute professionnelle, ça. Sénégal. Paptio, évidemment. Paptio. On a des... On a Ismail Saïbaïri pour les histoires de la serviette, qui a pris des amendes aussi. Je crois que la fédération sénégalaise a pris une amende aussi. Enfin, ça a été vraiment un peu n'importe quoi aussi, les supporters sénégalais qui sont descendus sur le terrain. Donc du coup, le penalty était encore à aller être tiré par Brahim Diaz, qu'il y avait des gens qui se battaient de l'autre côté du terrain. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi cette finale de la CAN. Mais donc le Sénégal a été déclaré vainqueur. Et donc là, on a appris hier que... Alors exactement, pour les informations, la Confédération africaine de football a indiqué ce mardi dans un communiqué que le Maroc était finalement le vainqueur de la CAN 2025 après les incidents de la finale. Le Sénégal, privé de sa victoire sur le terrain, est déclaré forfait et perdant 3-0. Alors que le Sénégal avait remporté la CAN à Rabat le 18 janvier dernier, au bout d'une rencontre complètement folle, pendant laquelle les Sénégalais avaient un moment quitté le terrain par protestation. La CAF, donc... Confédération africaine de football, a répondu ce mardi à la réserve déposée par le Maroc en la jugeant fondée. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football, a communiqué la Confédération africaine ce mardi. Donc officiellement, le Maroc a gagné sa première CAN hier. C'est un peu hyper triste, je trouve, tout ce qui se passe. C'est dommage, en plus c'était vraiment une belle CAN, je trouve. On dit, hein, le football africain, il y a pas mal de soucis, hein, des histoires de corruption, Enfin, pas mal de choses, et là, pour le coup, c'était plutôt une bonne CAN, même s'il y avait des erreurs d'arbitrage, on vous l'accorde. C'est la deuxième. Non, c'est la première, je crois. Ah non, ils avaient gagné en 76, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'était une finale. Attends. Non, il me semble que c'est la première, hein. Oui, c'est ça, 76. Oui, il avait gagné en 76. Pardon, excuse-moi, c'est vrai. Je me suis trompé. T'avais bien raison. MDR, c'est une dinguerie, j'adore le foot. Ouais, bah, des fois, il se passe des trucs assez fous quand même dans le football. Donc, le jury d'appel de la CAF a notamment estimé que le comportement de l'équipe du Sénégal relevait du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. L'article 82 stipule notamment que si pour n'importe quelle raison une équipe quitte le terrain avant la fin avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Ce serait une étoile de la honte, il n'y a pas de saveur. Oui, honnêtement, enfin, je vois pas, c'est quoi, le Maroc va faire une célébration maintenant pour la victoire de la CAN. On va récupérer les médailles aux Sénégalais, tout ça. Enfin, je trouve ça fou quand même, hein. C'est ce que disait Walid Acharchour. Est-ce que je peux mettre l'extrait de Walid Acharchour parce que je l'ai trouvé très intéressant quand même. Il dit pas que des conneries quand même, bon vieux Walid, mais pourquoi ils me mettent ça? Mais ouais, j'ai trouvé assez pertinent sur ce qu'il a dit par rapport à cette décision remise par la Confédération africaine. Hop, pardon, il n'y a pas de son. Tac, non. Ça, normalement, vous avez le son. Vous avez la vidéo aussi. Ridicule. Pour ceux qui sont sur Twitch. Le timing, il est pitoyable. Je suis désolé, mais on va mettre l'épée dans le plat, même si ça peut nous coûter. Moi, encore une fois, je vais faire preuve de sincérité dans ce sujet-là. C'est que, oui, il y a une loi, il y a un article, mais ça montre, il y a un règlement, mais ça montre encore une fois que la CAF est une bande d'incompétents. Parce que, je suis désolé, mais ce soir-là, tu dois prendre tes responsabilités ou le lendemain, ou le surlendemain, pour faire valoir tes droits sur cette compétition en disant que le Sénégal, à ce moment-là, n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais 2 mois après, Toto, 2 mois après, mais on est où là? On n'est pas dans un match CM1, CM2. On n'est pas dans une coupe d'interquartier, on parle d'une Coupe d'Afrique des Nations, où à Dakar, ils ont célébré, où ils ont récupéré les coupes, ils ont récupéré les médailles. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le Maroc, là, où on n'a pas vu une image de célébration pendant la rencontre, en fait, on a une espèce de no-show, d'accord, forfait, où aujourd'hui, donc, Brahim Diaz a gagné la CAN, avec tout ce qui s'est passé. Que Walid Regragui, qui va se barrer, là, qui s'est barré, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Et les Marocains, aujourd'hui, même les Marocains, ils vont vivre avec. Là, mais là, je sais ils pas. vont vivre toute leur histoire avec une CAN gagnée sur tapis vert 2 mois après. 2 mois après. Mais moi, je vais te le dire, hein, moi, ce football devient de plus en plus repoussant, en fait. Ah oui. Non, mais il y a des choses. La crédibilité de la CAN. Quand on dit, nous, on met en avant cette compétition, mais il n'y a plus aucune crédibilité avec ce type de décision, avec ce timing désastreux. C'est fini. On passe pour des guignols. C'est une compétition de guignols aujourd'hui. Parce que tu peux pas me dire que 2 mois après, alors qu'il n'y a eu aucun cas, il n'y a pas de cas précédent. Ça n'existe pas dans le football. Sur un match aussi important, sur une finale aussi importante qui donne un titre africain. Aujourd'hui, 2 mois après, on a une décision qui est lunaire. Et le Maroc va vivre avec ça. Mais moi, je suis supporter marocain, mais sincèrement, pendant toute ta vie, tu te dis, ah, t'as votre coupe en bois, là, votre coupe de la honte, votre coupe où on n'a même pas vu un but, etc., où il y a eu un penalty raté. Soit tu prends la décision le soir même ou le lendemain, mais jamais 2 mois après. Non, mais c'est ridicule, Ah, mais en c'est tout surtout point. que c'est C'est quoi, sûr, tu l'as gagné à la photocopieuse, en fait, là, la finale. Ah non, mais tu l'as non, gagné parce que, non, tu l'as gagné sur un mail. Tu l'as gagné sur un mail, sur un fax. La décision, elle est ridicule. Le timing, il est. Donc voilà, hein, je trouve que c'est plutôt bien résumé de la part de Walid Acharchour. Bienvenue à Bilal Panam. Bienvenue sur le live. Première fois qu'on se voit. En tout cas, enchanté. Bienvenue sur TikTok. J'espère que tu vas bien, en tout cas, que si tu découvres, hein, je le rappelle, on est en live tous les matins, 10h midi. Merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir aussi. Et donc voilà, la déclaration de Walid Acharchour. J'avais même pas fini mon article en plus. Sur ça, mais je trouvais que les mots étaient intéressants, choisis par Walid Acharchour. Merci à Zeliana Douyi aussi pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Donc je le rappelle, hein, on est en live tous les matins 10h midi pour discuter de l'actu football. On a parlé Ligue des Champions juste avant, on a parlé des matchs de hier soir, des matchs d'aujourd'hui. Et donc n'hésite pas à venir hein, si tu souhaites. N'hésite pas à te manifester sur le chat aussi pour venir discuter si tu as des avis sur le foot, si tu souhaites parler d'un sujet en particulier. N'hésite pas. En tout cas, merci pour les likes sur le live. Je vois qu'on a 5000 likes aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, sur cette finale de la CAN, donc sur l'info que le Maroc a bien gagné la CAN du coup contre le Sénégal, la fédération marocaine a réagi sobrement à cette nouvelle en déclarant via un communiqué que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition. La CAF ont cassé le délire hier. Quelle décision? La décision catastrophique. Hein. Alors, un article d'Hervé Penaud sur l'équipe qui nous dit « La décision de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN provoque le chaos dans le football africain. » Donc le jury d'appel de la CAF a donné la victoire de la dernière CAN au Maroc sur tapis vert, un énorme rebondissement et la promesse d'une nouvelle bataille juridique. C'est un séisme qui touche le monde du football africain, une première même dans l'histoire de ce sport à un tel niveau. Le jury d'appel de la CAF a décidé mardi soir de donner la victoire de la dernière CAN au Maroc contre le Sénégal, à la suite des incidents de la finale. La première décision du jury disciplinaire qui confirmait la victoire du Sénégal a donc été infirmée. Le Maroc remporte la deuxième CAN de son histoire après celle de 1976. Pardon pour l'erreur tout à l'heure. Comment en est-on arrivé à un tel dénouement, à un tel rebondissement ? Pour rappel, la rencontre s'était terminée dans une confusion totale. Un chaos rare, après un pénalty accordé aux Marocains, après un appel de la VAR, les Sénégalais avaient quitté le terrain pendant de très longues minutes sur l'instance de Pape Thio, le sélectionneur, avant de revenir et remporter la coupe sur un but de Pape Gueye en prolongation. Entre-temps, Brahim Diaz avait raté le penalty de la discorde. Mais il y a aussi là, on parle souvent du penalty, mais il y a aussi la faute dans la surface où l'arbitre, en fait, il annule le but. Je crois que c'est un but d'Idrissa Gueye, pardon, où il annule le but et il va pas voir la VAR. En fait, vu qu'il a sifflé directement ou je sais pas quoi, du coup, il va pas voir la VAR. Et c'est déjà ça qui fait monter la colère du Sénégal. Il n'y a pas que forcément ce penalty accordé. Même si je pense que sur les deux décisions, l'arbitre, il a raison pour le coup. Je pense qu'il y a faute et que le but doit être annulé. Même s'il va pas voir la VAR ou tout ça, je pense que le but doit être annulé et qu'il y a bien faute sur Brahim Diaz dans la surface sénégalaise. Mais après, ça reste que mon appréciation de supporter. Une soirée maudite. Depuis cette soirée maudite, les dirigeants marocains ont tout fait pour inverser le résultat. Le premier appel infructueux avait encore ajouté à leur énervement. Il n'était pas question de rester les bras croisés, de laisser faire sans montrer les muscles. Leur première décision demandait un report de la CAN féminine en attendant la décision d'appel.
Les équipes s'étaient pourtant préparées normalement avant d'apprendre quelques jours avant le début de cette épreuve que cette épreuve serait repoussée en juillet et en août, mais sans connaître le lieu de la compétition. Toute la CAN, c'était comme ça pour la VAR. Pour certains pays, on vérifie rien, pour d'autres tout. Ouais, non mais c'est vrai, il y a eu clairement des erreurs d'arbitrage. On peut penser à, je crois que c'est Algérie, Nigeria, où il y a une erreur aussi. Enfin, il y a eu des erreurs, mais ça on a l'habitude, que ça soit pour la CAN ou pour d'autres compétitions, hein, l'Euro, la Coupe du Monde, les erreurs d'arbitrage, ça existera toujours. Hein. En termes d'équité sportive, beaucoup de pays se sont plaints. Ouais. Donc, le Maroc, poids lourd du football continental et même mondial, Fawzi Lekja, membre du conseil de la FIFA et étant un proche de Gianni Infantino, continue en coulisses de mettre une pression phénoménale sur les boss et notamment sur Patrice Motsepe, le président sud-africain de la CAF. Il y a aussi Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui s'est, comment dire, qui a démissionné juste de son poste après cet échec de la CAN. Donc ça a changé pas mal de choses dans l'histoire du Maroc et du Sénégal. Si on applique le règlement, l'arbitre aurait dû faire un rapport. Oui. Oui, mais il me semble qu'il a fait le rapport, hein, c'est juste qu'il a juste fait une erreur. Hein. Alors que ce dernier avait demandé à son pays d'étudier la possibilité de récupérer cette CAN féminine, il a été rappelé dans des réunions parfois houleuses que le Maroc ne se désistait pas, qu'il attendait simplement de l'organiser plus tard, après le début de son appel, voir la décision du TAS en cas de deuxième revers. C'est des plaintes et des décisions à prendre dès le lendemain, t'attends pas 2 mois. Clairement. Clairement, c'est ce que disait à Cherchour, et je suis totalement d'accord avec lui. Quelle réaction du Sénégal et des autres pays d'Afrique? Car cette défaite sur le terrain n'a jamais été dirigée par les autorités, qui se moquaient bien d'ailleurs de faire face à une fronde du continent, tant le pays avait investi sur cette CAN. Et pas seulement sur le plan sportif, cette épreuve devait être la vitrine de la nation. La fédération a communiqué mardi soir sur cette victoire, mais s'exprimera plus longuement ce mercredi. La fédération tient à rappeler que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement. Le Maroc estimait depuis le début que le Sénégal devait être sanctionné, d'où l'incompréhension au moment des premières peines considérées comme équivalentes entre les deux pays. Il savait aussi que de nombreux pontes, dont Infantino qui avait été très sévère sur l'attitude sénégalaise sur ses réseaux sociaux, au sortir du stade, allaient dans leur sens. Depuis des semaines, le Maroc tentait de renverser la tendance, de poser ses pions. Le pays avait l'impression que la première décision avait été purement politique, prise par des gens qui tenaient à afficher leur solidarité avec le Sénégal, mais qui allaient contre les règlements de la CAF, lesquels stipulent en effet qu'aucune équipe ne doit quitter le terrain. Depuis des années, le Royaume est devenu la force motrice du foot africain. Ça, c'est pas faux. Il accueille les matchs de sélection contraintes de délocaliser en raison de leur manque d'infrastructures. Il multiplie les stages d'entraîneurs, d'arbitres. Il a eu l'impression d'être victime d'une cabale en retour. Mais comment les autres pays africains vont accepter cette décision, eux qui ont eu l'impression que la coupe était destinée depuis le début, parfois à tort, aux pays organisateurs. Des polémiques sur l'arbitrage, sur l'hôtellerie des adversaires, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, sur l'hôtellerie, avait même entaché les derniers jours de compétition, comme quoi il y avait eu des empoisonnements dans la nourriture et qui avaient donné des gastro à certains joueurs. Comment Walid Regragui et ses joueurs peuvent apprécier cette coupe récupérée sur tapis vert et comment les Sénégalais vont-ils réagir alors que les deux pays ont tenté de recoller les morceaux au très haut niveau politique, tant cette finale avait laissé des traces profondes. Une nouvelle bataille juridique va maintenant s'engager avec le TAS car on voit mal les Sénégalais laisser filer leur coupe sans réagir. Ils ont 21 jours à partir de la réception de la notification de la décision. Il arrive que le TAS, dernier stade de la juridiction sportive, donc c'est tribunal administratif ou arbitral du sport, quelque chose comme ça, TAS, casse des décisions. Pendant ce temps, des supporters sénégalais purgent des peines de prison à Rabat à la suite des incidents lors de cette folle soirée. Donc c'est ce que je disais précédemment. Les Sénégalais attendront donc avant de savoir s'ils ont vraiment perdu ou remporté cette coupe. Mais personne n'oubliera décidément cette CAN au Maroc dont on ne connaîtra l'issue véritable que dans quelques semaines. Une première dans le foot africain se serait bien passée. Oui, il me semble que le TAS est en Suisse, où il y a le siège de la FIFA. TAS... tribunal. Le tribunal arbitral du sport est une organisation indépendante chargée de résoudre les litiges sportifs dans le monde. C'est pas que pour le foot, c'est pour les... Et il me semble que oui, il est bien en Suisse. Localisation.
Pourquoi il met le tribunal de Paris? En Suisse, hein, à Lausanne, effectivement. La fédération sénégalaise a fait appel au TAS, c'est confirmé. Bon, ça paraissait évident quand même. Mais bon, on verra. Voilà, le Sénégal va faire appel devant le TAS mardi soir. Est-ce qu'il y a une déclaration? Donc, compte lancer une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport. On engagera dans les plus brefs délais une procédure de vente d'appel, ok. La FSF, donc la Fédération sénégalaise de football, hein, qui réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive, réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs avoir indiqué après avoir pris connaissance ce jour de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le jury d'appel de la CAF, dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Alors ça c'est clair par contre. C'est plutôt n'importe quoi le football africain quand il y a des décisions comme ça qui sont rendues. Pourtant c'était vraiment une belle canne quoi. L'amende infligée aussi à Ismaël Saïbari qui avait tenté de voler la serviette, la fameuse histoire de la serviette d'Edouard Mendy lors de la finale de la CAN, annulée par la CAF. Donc là on a l'impression que ça va vraiment dans le sens du Maroc. Fait appel au TAS, c'est confirmé. Merci à toi. 2 mois de plus. Moi, je pensais qu'il y a une histoire financière derrière tout ça, car le Maroc va encaisser en tant que vainqueur. Après, c'est comme on disait, hein, le Maroc a un énorme pouvoir au sein des instances. Hein, c'est un peu une des plus grosses fédérations du continent africain, clairement, avec toutes les infrastructures mises en place. Hein. Ils ont fait demi-finale de Coupe du Monde, donc en plus c'est une équipe qui commence à peser vraiment dans le football mondial. C'est sûr que en plus le président de la fédération, on l'a dit, il est ami avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. Donc oui, il y a beaucoup de jeux de pouvoir, mais après on connaît hein, les jeux de pouvoir dans le football, c'est monnaie courante. Hein. Ça va laisser des traces cette histoire, tu verras. Ah ben c'est sûr. Je pense que c'est sûr, hein, il n'y a pas photo. Alors, après avoir décerné la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc au détriment du Sénégal, vainqueur sur le terrain le 18 janvier, mais défait sur tapis vert, hein, ok. La Confédération africaine de football a également statué d'autres rappels, notamment à propos de l'improbable polémique sur la serviette d'Edouard Mendy. En fin de rencontre, Yehvan Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, avait pour rôle de protéger la serviette de Mendy et de l'empêcher d'être volée. Sur différentes vidéos prises depuis les tribunes et postées sur les réseaux sociaux, on a vu l'arrière droit du PSG, Achraf Hakimi, l'a jeté par-dessus les panneaux publicitaires et le latéral Malik Diouf se précipitait pour aller la chercher. Mais même ça, c'est ridicule des histoires comme ça. Bon, que Achraf Hakimi le fasse, bon, c'est mauvais joueur, mais il y a pire. Mais il y a carrément des ramasseurs de balles qui sont allés vers Yehvan Diouf pour lui piquer sa serviette, qui l'ont plaqué au sol et tout. Enfin, les images, elles sont assez catastrophiques quand même. Hein. Mais aussi Ismaël Saïbari remplacer quelques minutes plus tôt, faire un marquage individuel sur Diouf pour l'empêcher de donner la serviette à Mendy et les ramasseurs de balles s'y mettre à 4 pour lui arracher des mains, quitte à le traîner au sol. Il y a un joueur qui a été traîné au sol par des ramasseurs de balles pour une serviette, putain de merde. Alors qu'elle était trempée la serviette. Une amende maintenue. Le joueur du PSV Eindhoven avait écopé d'une amende de 100 000 $ et elle est annulée. Il ne copera pas que d'un match officiel de la CAF ferme, l'autre étant avec sursis. Et à propos des ramasseurs de balles, le jury d'appel confirme la responsabilité de la Fédération royale marocaine de football concernant le comportement des ramasseurs de balles lors de ce match. L'amende infligée à la Fédération marocaine pour cet incident est réduite à 50 000 $. Incompréhensible. Dernier dossier, les lasers qui avaient perturbé la finale. La CAF a annoncé avoir réduit l'amende initialement infligée à la Fédération marocaine. Bon là, il commence à ressembler à du favoritisme quand même. Elle est désormais de 10 000 $, soit un peu plus de 8 500 €. En revanche, l'amende de 100 000 $ infligée au Maroc pour tentative d'ingérence dans le processus VR est maintenue. Non lavé va se vendre un bon billet. Ouais, ça serait drôle qu'il la mette en vente, la serviette. Yehvan Diouf, il a eu des interviews que sur ça quand même. Mais bon. Bon voilà, c'est dommage. C'est dommage et triste pour le football africain et pour le football au sens large du terme, hein, pour le sport. C'est vraiment totalement catastrophique. Hein. Je sais pas ce qui adviendra, mais bon. Voilà pour
pour cette histoire. Moi, il y avait un autre article sur le Maroc, mais bon, je pense que ça va se répéter sur cette finale de la CAN. J'ai l'impression qu'il y a de la corruption. Bah, ça... On peut pas mettre les termes parce que j'ai pas forcément les infos. Hein. Je lis juste qu'il y a... qu'il y a des... Je lis juste les infos qui en ressortent. Après, si je me fais mon propre opinion, bon... Je dirais pas le mot parce que on essaie de rester professionnel quand même, mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre. MDR. En tout cas, merci à Lisa Marie pour les 5 roses une nouvelle fois. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour ceux qui ont regardé la CAN, quand même, on va essayer de dire un mot positif sur cette CAN. Hormis la finale, qu'est-ce que vous avez pensé de cette CAN? Est-ce que vous avez trouvé qu'elle était plutôt belle à voir? Moi, j'avoue, c'est vraiment la première CAN sur laquelle je me suis vraiment focus, que j'ai regardé de A à Z, je me suis focus sur les équipes. Il y a même une vidéo sur la chaîne YouTube qui est présente, hein, où je m'étais vraiment intéressé. Hein. D'habitude, je regardais des matchs par-ci par-là, et je regardais vraiment les demi-finales, finales. Mais est-ce que vous avez aimé cette CAN Je l'ai trouvé presque plus intéressante que le dernier Euro. Le dernier Euro, pardon. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais voilà. Sortie du terrain, des sanctions, un appel qui change tout. Comment est-on arrivé à la victoire de la Maroc? Est-ce que l'article en dit un peu plus? Faut d'abord se remémorer ce qui se passait au cœur de l'hiver au stade Moulin hein, après 4 ans. Ah ouais, c'est ce que je disais, sur la faute déjà du Sénégal au début. Elle était belle et intéressante à voir, c'est juste la finale qui a à refaire tout simplement. Des belles équipes inattendues. On est d'accord, en plus il y avait vraiment un enjeu sportif. Hein. Sportivement, c'était vraiment... on avait des belles équipes. Donc c'est ce que je disais, hein. Après 90 minutes électriques, le Sénégal pense ouvrir le score dans le temps additionnel de la seconde période grâce à Ismail Assar. Mais son but est annulé à cause d'un coup de sifflet préalable de l'arbitre Monsieur M. Dalla Ngambo pour une légère faute d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi. Alors la légère faute, je suis pas forcément d'accord, il pousse vraiment quoi. En plus, il est en perte d'équilibre, du coup, ça en rajoute sur vraiment la chute de Hakimi, mais je pense qu'il y a quand même faute. Échaudés par ce coup de sifflet, les Sénégalais sont devenus furieux quelques minutes plus tard, alors qu'un penalty a été accordé au Maroc pour un contact d'Eladji Malik Diouf sur Brahim Diaz dans la surface. Là aussi, je pense qu'il y a faute. Après avoir longuement contesté cette décision arbitrale confirmée par la VAR, plusieurs joueurs sénégalais encouragés par le sélectionneur Pape Thio ont quitté la pelouse, certains rentrant au vestiaire. La finale a finalement pu reprendre après de longues minutes d'interruption et le retour des Sénégalais sur la pelouse avec l'issue sportive qu'on connaît. Une panenka, aussi la panenka de Brahim Diaz. Quelle idée, mais au pire, allume, finissons-en. Vraiment, mets-le ton penalty. Qu'est-ce que tu vas aller faire une panenka dans cette situation? En plus, Brahim Diaz, il a fait vraiment une CAN exceptionnelle. En tout cas, merci Easy d'avoir été là. Bonne journée à toi. Force à toi si tu vas en cours ou au taf. Et ben, à vendredi, j'espère. Mais en tout cas, pourquoi Brahim Diaz a fait une panenka sur ce penalty je ne comprends pas. Un but de Pape Gueye en prolongation, un trophée soulevé par les Lions. Les Lions de la Teranga, évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, il est midi. Il est midi, je sais pas s'il y avait d'autres avis ou quoi, mais sinon on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour ce matin. On va se retrouver en live cet après-midi, les amis, pour Farmer Streak, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Là, on va débriefer la 26e journée de Ligue 1 avec le Monaco-Brest, Metz-Toulouse. Enfin, on va essayer d'en parler un peu. Même si c'était pas une grande journée de Ligue 1 pour le coup la semaine dernière, on va essayer d'en parler quand même. Donc on se retrouve à 14h30 en live. Alors je pense que je vais relancer sur TikTok aussi. Donc ça sera sur Twitch et TikTok, ça sera à suivre évidemment. Je mettrai la rediffusion pour ceux qui sont pas là cet après-midi sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.
à Trick FR sur les réseaux sociaux. Évidemment, 14h30, on sera présent. À quoi je pensais? Sur les plateformes de podcast, vous aurez la rediffusion de ce matin et vous avez toutes les rediffusions de toutes les vidéos. Apple Podcast, Spotify, Amazon, Deezer. N'hésitez pas à venir mettre les 5 étoiles. Hein. Je crois qu'on peut mettre 5 étoiles, un truc comme ça. En tout cas, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent. En tout cas, bon appétit. On se retrouve ou cet après-midi ou vendredi. Pas de live demain, je le rappelle, on se retrouve vendredi. Donc passez une bonne journée, un bon appétit, je le redis, et voilà, une bonne fin de journée. Ciao à tous les amis et à tout à l'heure.